Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Adam. Bonsoir Ben, bonsoir Goulinoise, j'espère que tout le monde va bien. Hop de Benoît, il faut que je mette mon Vas-y, je micro m'en plus occupe. fort. Vas-y, vas-y, on laisse Adam s'en occuper. Hop du master, hop du master. Alors le master, ça c'est... Tu peux parler Bonsoir Staffy, bonsoir Tristan Beurre de Cacahuète, bonsoir Afourage22 que je salue, bonsoir Somatsatou, Et bonsoir... 22, il est juste à côté de toi, mec. Ah ouais. Mais oui. Non, Mais c'est vrai, je te mais jure. où est l'idole du schlag alors? Mais où est l'idole? Oh, je ne sais pas. Salut Salut Clojar. Clojar, salut CD Delru, salut à toute la MIF. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Vous êtes encore bas, on peut se relever un peu, mais là, bon, on va bricoler un truc de briques et de broc. Oh, salut Salut Cardiatoba. Cardi B. On est bas, mais c'est vous qui êtes trop haut, non? Peut-être. Vous êtes. Vas-y, mets le master à fond, mec. Mets le master à fond. C'est quoi le master? C'est ça, c'est exactement C'est ça. c'est ça le Oui, master? oui, vas-y. Fais péter les watts. Fais péter Est-ce qu'on les fait watts. péter les watts maintenant? Voilà, on fait péter les watts maintenant. Ok, C'est bon. je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous depuis cette semaine folle pour le sport français. Oui. Semaine folle avec la victoire de Bordeaux-Bègles en Coupe d'Europe, sa première victoire En championnat d'Europe au rugby. Voilà, Premier c'est ça. titre à son palmarès d'un club qui avait 20 ans. Bravo à Clément Spino, bien sûr. Et donc, cinquième fois qu'un club français atteint le sommet de l'Europe, le toit de l'Europe. Alors, t'as Toulouse qui a gagné genre la moitié des éditions de la Coupe d'Europe de toute façon. Brive qui avait gagné une époque. Et oui, Brive qui appartenait à Patrick Sébastien. Donc Bordeaux. Qu'on ne salue pas. Et qu'on ne salue pas. Bon, pourquoi? Parce que voilà, on a Ok, trop ok. fait tourner les serviettes, ça va. Ok, très bien. Donc on a dit Brive, Toulouse, Toulon, Bordeaux et Somat qui est l'autre expert rugby, il va nous dire le 5e club, j'ai oublié. Et il n'y a pas eu Toulouse 2 fois? Il y a eu Toulouse 5 fois. Non, mais pas dans les 5 dernières années. Ah, dans les 5 dernières années, il y a eu... Ah, La Rochelle, La voilà. Rochelle, bah oui, La La Rochelle Rochelle 2 fois. 2 fois, mais oui, Deux bien fois La sûr. Rochelle, mais on oui, bien salue sûr. les Rochelloises et Rochellois, et on salue Les Rochelais, évidemment quoi. les Rochelais. Et Au pif, La Rochelle, il dit Somat. Non, mais comme ça, hein. alors, de quoi on va parler? Ah oui, d'abord du fait que, voilà, avec Bordeaux-Bègles sur le toit de l'Europe, avec la finale de Ligue des Champions du PSG, avec moins de 90% d'élimination des Français à Roland-Garros au premier tour, est-ce que finalement c'était pas la Fédération Française de la Loose qui est en PLS aujourd'hui? Je te pose la question, Adam. En tout cas, les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir, les Mais- Français veulent-ils arrêter de perdre? Est-ce que la gauche française veut-elle arrêter de Ah oui, perdre? non, ça par contre, je crois que... On va en discuter ce soir. Salut à toi, merci Ideo Sniff. Merci Deosnif. Bonsoir. Avec le HBC Nantes en Final Four du handball. Je Ouais. crois que Monaco est aussi en finale d'Euroleague au basket. Donc voilà, Oui. et puis si le PSG, petite question subsidiaire, si le PSG gagne la finale de Ligue des Champions, est-ce que tu crois que comme pour l'OM, Nasser va aller en prison? Comme pour Bernard Tapie, Comme pour Bernard Tapie. pour avoir acheté par exemple le match Reims-PSG. Oui, par exemple, ce un match truc, finale de la Coupe de France. Non. Non, tu crois qu'il va Non, échapper à la prison? Oui, je pense que D'accord. depuis que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur, l'état de droit, c'est vraiment plus du tout un intangible. Ok. Techniquement, Nasser a fait 30 fois pire que Tapi. Techniquement, Nasser a 30 fois plus d'oseille que Tapi aussi. Oui, donc généralement, plus on a de thunes, plus on est un criminel, plus on a de sang sur les mains ou de drogue sur les narines. Hein. Oui. Voilà, mais bon, on va enchaîner tout de suite en parlant en particulier de la droite en 2025. Et on va commencer par un petit détour chez nos amis, nos amis argentins qu'on salue. Pour celles et ceux qui résistent Oui, à Javier Milei. Et donc, hop, le grand pote de Somat Javier Satou. Milei, donc
premier président libertarien autoproclamé. Hein, donc le libertarianisme, c'est notamment l'idée que le capital se suffit à lui-même, le système se suffit à lui-même d'un point de vue économique et qu'il n'y a quasiment pas besoin d'État pour réguler tout ça. Pas besoin de services publics, pas besoin d'impôts et de redistribution des richesses. Et Javier Milei promulgue un décret pour limiter le droit de grève. Donc libertarien mais liberticide, hein, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible chez nos amis d'extrême droite qu'on ne salue pas, eux. Et donc avec beaucoup trop de gens aussi dit Somat, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Et donc voilà, donc le président ultralibéral Javier Milei veut limiter le droit de grève en redéfinissant par décret les services essentiels soumis à un service minimum, puisque voilà, depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei fin 2023, le pays a connu 3 grèves générales pour protester contre des réformes jugées ultralibérales par les syndicats et contre des coupes budgétaires massives dans tous les secteurs d'activité. Alors, j'ai une question qui va permettre un peu aussi d'évoquer l'un des piliers, on va dire, de la gauche, en particulier anticapitaliste en France, les libertaires, dont on parle assez peu finalement, parce que c'est pas forcément notre école de pensée, mais du moins on a quand même, comme certains peuvent le dire, moi j'ai un ami libertaire, tu vois. Donc, plus sérieusement, est-ce que avec le triomphe des libertariens dans l'extrême droite et justement le fait qu'il y a Donald Trump, Javier Milei, que beaucoup s'en inspirent aujourd'hui en France, peut-on encore être libertaire et de gauche? C'est la question que je pose au chat et que je te pose, Adam. Oui, alors écoute, effectivement, c'est intéressant qu'on ait ce débat, ça fait du bien. Attends, je vais me replacer un petit peu mieux. Non, quoique, je suis bien là, je suis bien. Ah oui, d'ailleurs, ça y est, on a réussi à régler nos affiches. On a réussi à trouver des punaises. On a trouvé des punaises. Clochard, on a trouvé des punaises. Bien, mais pas besoin de. Mais enfin, donner quand même à la cagnotte d'Infoscope. On n'a pas salué Bérou, au fait. Ah oui, mais oui, salut Bérou. Il n'a pas de punaises, qui a juste de moins en moins de feuilles, mais non, ça on va, le salue. Ouais, il est en super forme. Ouais, il est quand même en meilleure forme qu'on l'a connu la première fois qu'on est arrivé dans ce local, quand même. Hein, j'ai envie de dire. Je suis pas bien sûr, mais bon. Voilà, bon, bref. Du coup, il s'invente une vie sur X. Les libertariens n'hésitent pas à développer ce mat, mais du coup, pour revenir à la question initiale sur est-ce que ça doit pas être de plus en plus difficile d'être libertaire et de gauche quand justement le combat libertaire est de plus en plus, on va dire, monopolisé par les libertariens aujourd'hui. Par l'extrême droite, oui. Ouais. Alors déjà, la question de droite et de gauche est très compliquée. Je connais beaucoup de gens qui valident le plan économique de la gauche, mais le plan social de la droite, en dépit. J'imagine qu'il y a une suite. Merci Idéo Sniff. D'ailleurs, tu peux nous suivre, hein, évidemment. Comment définir être libertaire déjà? Alors voilà, ça y est, on y est. C'est le moment. C'est le moment où je fais un petit peu le professeur Adam Fourage. Vous ne l'avez jamais vu, le voilà, il est là. Alors, on n'avait jamais vu dans la même pièce qu'un professeur, c'est normal, il n'a jamais été à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là où la sémantique est extrêmement importante, parce que effectivement, le mot libertaire et le mot libertarien, eh ben, ça se ressemble, mais en fait, ce n'est pas du tout issu de la même conception politique. Ce qui les rapproche, effectivement, c'est que ce sont des écoles de pensée qui sont affiliées à l'anarchie politique, qui peuvent aussi effectivement qui se rapprochent aussi par une certaine forme de critique, voire même par un anti-marxisme assez prononcé. Mais c'est là où ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Là, c'est les seules choses qui peuvent les unir. Tout le reste les divise. La pensée libertarienne, c'est une pensée assez récente et qui est en fait une pensée issue de la tradition libérale, notamment avec Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, qui est un économiste autrichien, qui a fondé notamment l'école de Vienne, donc cette fameuse école ultralibérale qui, dans les années 80, va connaître des conséquences politiques très concrètes avec Margaret Thatcher au Royaume-Uni ou Ronald Reagan j'allais dire en Angleterre, aux États-Unis. Déjà à cette époque, mais la pensée libertarienne, donc, c'est une pensée qui n'est pas issue du même moule que la pensée libertaire. Friedrich Hayek, il est économiste de formation, il n'a jamais été militant de sa vie, il a été prix Nobel d'économie, et la pensée libertarienne, c'est une idée de se dire que le marché peut se substituer au rôle de l'État pour gérer l'entièreté des rapports sociaux, économiques, culturels, politiques. Et c'est en cela que c'est une pensée qu'on qualifie
d'anarchistes, mais d'anarchistes de droite. La pensée libertaire, elle, nous on les appelle les anarchistes, mais les libertaires eux-mêmes ne s'appellent pas anarchistes. Ils s'appellent communistes. Les communistes libertaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus, oui, effectivement, pas mal l'idée de faire une transition. Bravo la régie, bravo Somat. La pensée libertaire, donc, c'est une pensée qui est donc issue de la pensée notamment de Bakounine. Bakounine, qui est un contemporain de Karl Marx. D'ailleurs, ils fondent ensemble ce qu'on appelle la première internationale, l'internationale des travailleurs, à New York, il me semble. Et donc, du coup, c'est une pensée communiste. Les libertariens, ce sont des ennemis, plutôt, politiques, alors qu'en réalité, les libertaires, ce sont des camarades, on va dire, historiquement. Je signale aussi, alors moi je suis pas un grand connaisseur de la pensée de Friedrich Hayek, et encore moins de sa vie, mais, arrêtez, je vais rougir. Quoi? Wait a minute, ok. Ça ressemble aussi à Liberticide, ça a un lien? Aucun lien, aucun lien. Friedrich Hayek, donc, qui est autrichien, qui a fait ses études dans les années 30-40 en Autriche, mais je rappelle que dans les années 30-40, l'Autriche, c'est pas l'Autriche, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne nazie. Qui est passé par là. Ah voilà, il y a une petite forme d'annexion et un référendum à 98%, tu vois. Mais c'est la démocratie qui a parlé, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et comme en Crimée. Hein. Comme en Crimée, par exemple. Voilà, exactement. Du coup, ce qui est sûr, moi ce que j'en sais, en tout cas, c'est pas ce que est sûr, mais de ce que j'en sais, c'est que Friedrich Hayek a eu un rapport, on va dire, complexe avec son héritage avec le nazisme. Alors que, bon, les libertaires, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la plupart, c'était des résistants, hein, il faut quand même pas l'oublier, hein, même pendant la guerre d'Espagne, où il y avait énormément de communautés qui sont libertaires. Alors, c'est quoi la différence entre un libertaire, un communiste libertaire et un communiste marxiste qu'ils appellent? En fait, pourquoi ils s'appellent libertaires? C'est qu'en fait, ils appellent les communistes, les marxistes, les autoritaires. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont fait exclure de la première internationale un peu manu militari. Pourquoi? Donc c'est des questions de doctrine et en fait de tactique politique. Le communisme, c'est une société sans classe et sans État. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est l'anarchie d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on l'appelle l'anarchie. Aujourd'hui, les libertaires disent que pour dissoudre les rapports de classe, il faut dissoudre l'État. Ce qu'un marxiste dit, bah, que si tu dissous l'État sans détruire ce qui fonde au préalable, ce qui fonde au préalable bah, l'État, c'est-à-dire la domination bourgeoise, tu ne fais qu'exacerber les rapports de domination. Et ça se voit très bien, et du coup, effectivement, l'histoire le confirme, a plutôt tendance à le confirmer, et on le voit très bien, justement, quand on voit les politiques bah, de Trump, ou, là, en l'occurrence, de Javier Milei, qui donc désosse tout ce qui puisse être désossable sur l'État, mais du coup, tout ça pourquoi? Pour que les riches s'enrichissent plus que jamais. Ils n'ont jamais été aussi avec autant de pouvoir entre les mains. Donc oui, évidemment qu'on peut être libertaire et de gauche, et heureusement que évidemment que ce sont nos camarades, mais bien sûr, il faut qu'on se pose la question de est-ce que cette pensée, elle est validée? Et aujourd'hui, bon bah, on peut se dire que cette pensée, de plus en plus, déjà historiquement, il n'y a jamais eu d'expérience majoritaire libertaire. Il y en a eu quelques-unes sporadiquement. En Russie, par exemple, pendant la révolution russe avec les marins de Kronstadt, en Espagne, au Mexique, mais il n'y a jamais eu d'expérience vraiment probante. Mais là encore aujourd'hui, cette idée que dissoudre l'État, ce serait dissoudre la lutte des classes, en gros, bah, ça prend du plomb dans l'aile, justement, quand on voit Javier Milei, quoi. Ouais. Merci, c'était très intéressant justement de faire ce point. Il n'y a aucun rapport avec Salma Hayek, Abraham Lincoln. Effectivement. C'était très intéressant comme point sémantique justement pour revenir un petit peu sur la genèse aussi du mouvement ouvrier avec la première internationale au 19e siècle, où il y avait effectivement les communistes libertaires et les communistes marxistes qui étaient ensemble dans la première internationale, Association internationale des travailleurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les libertaires, contrairement aux communistes, considèrent que on peut passer en fait d'une société
qui est actuellement avec un État bourgeois qui consacre les intérêts de la classe dominante capitaliste, à une société sans classe, un petit peu par le grand soir, la grande révolution, et en quelques phénomènes ultra rapides, on peut passer de l'un à l'autre par une grande révolution qui anéantirait l'État et par là même la domination bourgeoise. Et ce que considèrent les marxistes, c'est qu'il y a une étape entre les deux, entre la société sans classe pour laquelle on veut se battre, qui est une société libérée justement de toutes les formes d'oppression et de domination, et la société actuelle. Il faut ériger le prolétariat en classe dominante pour anéantir la domination bourgeoise. Et c'est notamment le socialisme, hein, avec les pays socialistes. Donc là aussi, on peut dire que avec les expériences notamment soviétiques, l'URSS et le bloc de l'Est en général tout au long du XXe siècle, il y a eu une forme de discrédit qui a été jeté du fait de l'échec de ces expériences sur le modèle du communisme marxiste. D'ailleurs, il y a eu aussi des scissions dès le début de l'URSS avec le trotskisme, hein, qui est apparu justement pour aller dire non, ce n'est pas ça le communisme marxiste, c'est autre chose. Enfin, il y avait d'autres divergences aussi entre Staline et Trotsky, hein, s'il faut aller rechercher les conflits. Là, on parle d'histoire, les gars. On parle d'histoire, évidemment, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe toujours ces deux grands courants de pensée dans le communisme libertaire. D'ailleurs, on parle souvent de l'alternative communiste ou l'alternative libertaire ou de libertaire communiste, communiste libertaire. C'est des organisations ou des collectifs qui existent toujours aussi en France et un peu partout dans le monde. Et les partis communistes plus traditionnels, qui sont plutôt de ceux qui avaient soutenu l'URSS et les expériences socialistes du bloc de l'Est, et les trotskistes, qui sont plutôt de ceux qui avaient critiqué les expériences politiques de l'Est, mais qui avaient toujours cette volonté quand même marxiste de finalement ériger le prolétariat en classe dominante avec son propre État, qui est certes oppressif pour la bourgeoisie et les classes dominantes déchues, mais qui est l'étape indispensable vers une société sans classe et sans État. Tout à fait. Alors, après, l'URSS, c'était plus une dictature que du vrai communisme, me dit c'est un vrai débat. C'est un véritable débat. Et en plus, au-delà de ça, l'URSS ne se définissait même pas comme un État communiste, mais plutôt un État socialiste, union des républiques soviétiques et socialistes. Donc le socialisme, c'est donc cette fameuse phase intermédiaire entre le capitalisme et le communisme. Voilà, bon là on parle vraiment de théorie profonde par rapport à ça, donc il faut lire par exemple Karl Marx ou Lénine à ce propos, mais même Bakounine, il écrit là-dessus et il explique pourquoi il est contre d'ailleurs le socialisme. C'est intéressant de voir justement les différents points de vue chez les différents auteurs qui existent dans la philosophie et dans l'histoire des idées communistes, même si c'est une histoire des idées qui est très récente puisqu'elle est apparue au 19e siècle, il y a à peu près 100 ans. Et bien c'est très intéressant de voir... quand même. Oui, il y a à peu près 200 ans, effectivement. C'est un ancien, tu vois, je veux dire. Ah, effectivement, moi je croyais que j'étais sur Twitch en 1925. Mais non, les fascistes italiens n'ont pas marché sur Rome. Ah si, désolé, mais bon, bah c'est l'histoire qui se répète. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est intéressant, évidemment, oui, que ça fait seulement 200 ans à l'histoire de l'échelle humaine, à l'histoire de l'échelle des civilisations et de l'échelle de l'histoire des idées. Le communisme est une idée neuve. Et il y a des débats, il n'y a pas un seul modèle de communisme, évidemment, mais ne serait-ce que dans le bloc de l'Est, il y avait aussi des non-alignés, par exemple la Yougoslavie de Tito, qui était particulièrement éloigné des positions de Moscou, mais particulièrement impliqué dans l'idée d'être un État socialiste qui, justement, érigeait les travailleuses et les travailleurs en classe dominante et d'une manière différente de ce qu'était le modèle soviétique. Voilà. Toujours est-il que... Alors, Somat, effectivement, les libertariens, non, ne descendent pas des communistes libertaires quand même, ils descendent effectivement beaucoup plus du nazisme d'une certaine manière, en fait. Oui. En fait, c'est ça la véritable différence. Et c'est là où il faut faire attention. Et là, on parle de sémantique et de réappropriation, mais c'est pas un hasard aussi qu'ils utilisent le mot libertarien. C'est aussi d'une certaine manière pour se réapproprier les termes, les notions. Et là, on rentre complètement dans la stratégie d'hégémonie culturelle, de réappropriation des termes et des notions pour après les vider de leur sens.
Ça, c'est des choses, c'est du gaslight, entre guillemets, avant l'heure, on va dire, on peut dire, quoi. L'hégémonie culturelle qui a d'ailleurs été théorisée par un marxiste Voilà. italien, Antonio Gramsci, et qui est reprise comme concept, l'hégémonie culturelle, juste sur la base de, en fait, si notre culture elle est hégémonique, et ben on gagnera la bataille politique. Juste ça, ça fait dire qu'il existe des Gramsciens de droite qui seraient l'extrême droite. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il existe des Gramsciens de droite. Gramsci, ce n'est pas que l'hégémonie culturelle et ce concept-là, c'est bien plus que ça. Quand il parle d'hégémonie culturelle, il écrit en prison sous les geôles fascistes parce que il ne peut pas employer le terme de, par exemple, dictature du prolétariat qui était en vogue à ce moment-là dans le mouvement communiste dans les années 1920-1930. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, en tout cas, la bataille culturelle, elle est à mener. J'en profite ouais. que quand on utilisait le terme de dictature du prolétariat, le mot dictature n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, hein, par Et il ailleurs. s'agit tout simplement de considérer l'État comme consacrant les intérêts d'une classe sociale et qu'en fait, nous vivons actuellement sous la dictature de la bourgeoisie, qui est une classe sociale qui se distingue par sa propriété des moyens de production. Voilà, c'était comme ça Voilà. qu'on le théorisait, du moins. Du Pour faire le moins, voilà. lien, le tatouage de Pete Exbet, ton autre pote, mais toi t'as vraiment plein de potes chez les libertariens, Somat, représente un serpent, un symbole aussi repris par les libertariens. Voilà, le serpent qui était quand même ce modèle d'où il faut couper la tête, etc., mais qui était aussi un modèle, un symbole un peu plus ou moins révolutionnaire pendant la guerre civile aux États-Unis, enfin la révolution américaine de 1776. Voilà, voilà. Voilà, bah, on va pouvoir passer à l'article suivant, si j'y arrive, et ce sera sur Alain de Benoît. Et voilà, on Donc, parle encore d'un mec de droite. et Wouh! encore d'un Benoît. Alors moi, personnellement, j'adore son nom de famille. J'aime un peu moins ses idées. Et voilà, qui est Alain de Benoît, l'incubateur des idées de l'extrême droite? On va voir ça avec ce petit carrousel en forme de diaporama, en forme de publication Instagram que nous a concocté l'humanité. Les Avec... goths, abonnez-vous à Luma, abonnez-vous évidemment à Donc, Infoscope. il est né en 43, il est apprentissage politique dans la boue de l'Algérie française. Dès la sortie de l'adolescence, il milite pour l'Algérie française. Il fonde la Nouvelle École, la revue Nouvelle École en 1968. Il à la tête d'un mouvement qui comptera quelques milliers d'adhérents dans les années 70, d'anciens nazis allemands ou français sont là. Et ce qui est intéressant, au-delà du fait que c'est l'un des grands théoriciens de l'extrême droite dès les années 1960, et qu'il théorise notamment la nouvelle droite, et c'est là le deuxième sujet de notre stream, la nouvelle droite. Pour lui, c'est justement la droite qui défend l'Europe blanche. Et On est effectivement sur du racisme de catégorie 1, merci Idéo Sniff. voilà, Et non, Somat, c'est pas Périclès, Périclès c'est Stérin, mais ils sont potes. le but, c'est de faire converger vers son ethno-nationalisme et son anti-égalitarisme des traditions politiques très différentes, nous dit la Ligue des droits de l'homme. Il a été notamment en bisbille, enfin dans les petits papiers d'Andrea Cotarac quand il est passé de LFI au RN. Donc on voit que c'est quelqu'un qui fait des coups politiques aussi. Voilà, c'était ça qui était intéressant aussi, c'est que la baisse, selon lui, selon Alain de Benoît, la baisse du QI dans les pays occidentaux donc le QI dans les pays occidentaux est en baisse, et c'est la faute, selon la substance résumée par un de ses collègues, à l'immigration, aux perturbateurs endocriniens et au fait que les femmes à QI plus élevé font moins d'enfants que les femmes à bas QI, parce que c'est bien connu, le QI est héréditaire, hein, chère Goulinoise, si vous n'étiez pas au courant, vous avez exactement le QI de vos parents. Voilà. Moi j'ai un QI à un chiffre par exemple. Voilà, et ben moi j'ai un QI négatif. et pourtant j'adore mes parents. Hein. Candice, c'est des Delru. Ouais, donc un personnage tout aussi sympa que Stérin, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant que il est comme Stérin au niveau de sa posture, c'est-à-dire que Stérin, lui, c'est un mécène qui va financer l'extrême droite. Lui, Alain de Benoît, il diffuse des idées qu'il théorise sur justement l'Europe blanche, sur un certain nombre d'autres choses. Et il est justement, il vient d'être publié maintenant chez Fayard.
mastodonte de l'édition passé sous le contrôle de Bolloré récemment. Mm. Et donc, Alain de Benoît, qui était un peu marginalisé jusqu'à présent dans le monde de l'édition, est aujourd'hui chez Fayard, qui est une grande filiale de Hachette, qui est le numéro 1 français de l'édition. Hachette, qui est la propriété de Lagardère, elle-même propriété de Vivendi, qui est donc la propriété de Vincent Bolloré. On voit que là, il y a des filiales dans tout, quoi. en cascade, mais que finalement, ce n'est que le capitalisme qui joue son rôle, un capitalisme qui tend vers le fascisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où vient Alain de Benoît. On va voir notamment ce qu'est la nouvelle droite, avec cet article de Wikipédia qui est très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia, à partager Tant que ça Wikipédia. existe. Soutenez Wikipédia tant que ça existe, parce que toute l'extrême droite essaye de disqualifier Wikipédia, alors que c'est un superbe projet qui, personnellement, a aidé beaucoup à certains de mes devoirs, Oui. on va dire. En tant que breton, je n'ai jamais vu cette croix, oui, la croix bretonne du Grèce. Bah écoutez, goulinoise breton et bretonne, posez-vous des questions. Hein. Mais moi, je vous le dis, hein, posez-vous des questions depuis le début. Hein. Donc voilà, donc le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, Grèce, dont l'essayiste Alain de Benoît est le principal représentant. Donc c'est apparu en 1969, ce concept de nouvelle droite. Il est notamment, dès 1968, en fait, avec justement la critique des mouvements de gauche, des mouvements d'émancipation. Il est question pour les théoriciens de la nouvelle droite de combattre pied à pied les mouvements d'émancipation en revenant à un ordre moral un peu fantasmé et en tout cas ultra réactionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite partie-là. Bref, la seule diversité qui compte pour la nouvelle droite, c'est celle des identités. Voici esquissé à grands traits le portrait des démocraties illibérales qui montent un peu partout en Europe. Et c'est justice. Alors, celui qui écrit ça est quelqu'un qui défend Alain de Benoît et défend le concept de nouvelle droite. Et c'est justice, tant c'est à l'étranger que la nouvelle droite et Alain de Benoît ont semé le plus de graines et lancé une internationale des peuples sous la bannière de la nouvelle droite, comme en témoignent les 7 correspondants que nous avons sollicités. Et donc ça, c'est un article qui est daté de 2018 pour les 50 ans de Nouvelle Droite. Voilà, et donc relation avec le fascisme, on peut le voir, c'est documenté. Spectre politique entre gauche et droite, encore une fois, il s'agit de brouiller les pistes pour tous ces courants qui tendent à réhabiliter le fascisme après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la nouvelle droite se respectabilise, du moins est respectabilisée par la bourgeoisie elle-même, par la classe capitaliste comme Bolloré, comme Sterrin aussi. Et la question que je voulais te poser, et on va en discuter tout au long de l'émission aussi, c'est est-ce que la droite de 2025, c'est la nouvelle droite de 1968? Autrement dit, est-ce que la droite de 2025, c'est l'extrême droite de 1968? Alors, déjà, excellente question, et je vais répondre en 15 points. Ça va prendre 3 heures, ça va être très long. Ok, alors, les gars, vous pouvez faire votre sieste jusqu'à 21h30. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, Il n'y aura aucun, enfin, je ne sais pas s'il est de la famille d'Olivier de Benoît. Donc oui, Fayard est la maison d'édition du livre de Bardella. De toute façon, Fayard, qui est une grande maison d'édition, ça ressemble un peu à la Fureur quand on lit vite, oui, pourquoi pas. Sterrin qui continue de vesquiller la commission d'enquête. Effectivement, il s'est même fait reprendre par Yael Braun-Pivet, faut quand même le dire. Hein. Si Yael Braun-Pivet se met à descendre de son perchoir pour aller au combat, c'est que vraiment Sterrin, il est méchant. Il est vraiment très très méchant. Ça se fait trop pas. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le concept de nouvelle droite, donc il n'y a plus de droite, il ne reste plus que l'extrême droite et la droite extrême d'ici des Delrues. Alors, et je vais même aller plus loin que toi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il apparaît évident que les frontières sont de plus en plus brouillées, si bien que si en 2027, mettons, tu avais un second tour Retailleau et Bardella, personne ne se le souhaite, parce que bien malin, celui qui va se dire, est-ce que tu fais le castor à faire le barrage républicain ou pas?
Bonne question, bonne question. Même moi, je veux même pas en arriver à ce cas de figure, hein. Franchement pas, hein. Ouais, moi non plus. Franchement pas, hein. On est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas ça. On Oui, ne veut voilà, pas ça. On ne veut pas un on veut second clairement tour Retailleau Bardella, quoi. Voilà, on veut Clairement, pas, je pense clairement que pas. Mais il faut quand même ce serait revenir l'enfer. sur ce qu'on appelle, faudrait revenir sur ce qu'on appelle notamment de la droite républicaine, cette fameuse droite républicaine qui serait incarnée notamment par Bruno Retailleau, qui sont donc les descendants du gaullisme. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle droite, ça réunit qui à un moment donné? Les déçus du gaullisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment est arrivé au pouvoir le général de Gaulle? Ça, on le dit jamais assez. Et je pense que c'est important de faire de la pédagogie, de le répéter. On l'a déjà dit sur ce stream, mais je vais le répéter. Le général de Gaulle, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il est revenu au pouvoir. Il est revenu au pouvoir, effectivement, par un coup d'État. Par un coup d'État qui a été soutenu justement par des gens dont le profil militant vont être un petit peu ces gros starbés de la nouvelle droite de 1968. Et effectivement, il y a eu un moment donné, dans ces courants-là, à droite, un espoir de voir le général de Gaulle comme un nouveau César, une nouvelle figure à la Bonaparte. C'est un fait. Et effectivement, le général de Gaulle, lui, a plutôt décidé de préserver les institutions républicaines. Et c'est ce qui va donner justement cette divergence, cette scission entre ce qu'on va appeler la droite républicaine et l'extrême droite, notamment la nouvelle droite, enfin l'époque qu'on appelait la nouvelle droite, qui avait une tradition anti-parlementaire. Mais cette droite républicaine, et notamment le gaullisme, a lui aussi une origine anti-parlementaire. Je rappelle que le général de Gaulle, dans les années 30 et dans les années 20, était quelqu'un de très proche de l'Action française et des Croix de Feu. C'est-à-dire de toutes ces milices qui ont failli faire vaciller la République un soir de février 34, je crois, c'est ça? Donc, le 6 février 34. Voilà, le 6 février 34. Donc, en fait, en réalité, il y a plus qu'une convergence idéologique à l'heure actuelle. C'est qu'il y a potentiellement, probablement, un héritage et un sillon commun entre cette nouvelle droite et la droite républicaine. Donc, est-ce que la droite de 2025 est l'extrême droite de 1968? Est-ce que finalement, la droite de 2025 n'en revient pas, en fait, finalement, moi, la question que je vais te poser en échange, là, bam! Allez. Est-ce que finalement, la droite de 2025 ne fait pas tomber le masque et se révèle à être ce qu'elle a toujours été? Eh ben, c'est une très bonne question, effectivement. C'est vrai que en réalité, quand on observe le De Gaulle de 1958, qui prend le pouvoir par la force, par un coup d'État, et qui instaure un état d'urgence, avec notamment ce qu'ils appellent à l'époque les événements d'Algérie, avec un certain nombre de décisions antidémocratiques qui sont prises. Beaucoup à droite, parmi les soutiens de De Gaulle en 1958, espèrent la fin de la République. Tout à fait. Et la droite, les grands courants de la droite au 19e siècle, c'est vrai, on parlait de quoi? De bonapartistes, d'orléanistes, c'est-à-dire pas du tout de républicains. Et finalement, Bruno Retailleau, effectivement, en 2025, incarne cette droite qui n'est pas vraiment républicaine, qui n'a jamais digéré la révolution de 89 et qui ne se retrouve pas dans la Déclaration des droits de l'homme, qui ne se retrouve pas dans les principes républicains et qui rêve d'une restauration avec l'idée d'un chef pas forcément héréditaire, mais du moins entre guillemets naturel, et que la droite a toujours été dans ce sillon-là, effectivement, et on le voit aujourd'hui avec la 5e République, qui est la République la plus présidentialisée qui existe dans l'histoire des républiques françaises, avec un chef qui décide de tout, et il y a même certains à l'extrême droite ou à la droite radicale qui estiment, et d'ailleurs même Simone Veil, V-E-I-L, qui avait fait passer la loi légalisant l'IVG, dépénalisant l'IVG, avait par exemple parlé d'une 6e République dans les années 1980, non pas sur le modèle d'une 6e République parlementaire et qui donnerait plus de pouvoir aux oppositions, un peu comme le développe la gauche, mais une 6e République sur le modèle états-unien, avec plus de pouvoir encore
au président de la République sans Premier ministre, et donc un président de la République qui serait directement le chef de l'exécutif, et en plus de ça, chef de la majorité parlementaire, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même cette idée que les républicains, aujourd'hui, ils ont une vision, quand je dis les républicains, c'est le parti Les Républicains, Oui, tout à fait. ils ont une vision de la République qui est extrêmement réduite à la République telle qu'il la fantasme, c'est-à-dire un chef et tout le monde derrière, et notamment des valeurs qui se rapprochent plus de l'État français de Pétain, avec travail, famille, patrie, que de la grande devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Alors, il y a plein de choses. Alors, déjà, je suis quand même épaté par le niveau de saucisse d'Abraham. Ces deux cousins qui finalement se disputent l'héritage de Pétain. Alors, Abraham Lincoln, je ne crois pas que les gaullistes se soient disputés l'héritage de Pétain. Je crois pas vraiment, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que De Gaulle n'était pas pote de Pétain. Alors, peut-être que lui, il avait le seum, hein, je veux dire, et qu'il aurait bien aimé être à la place de Pétain, mais... Askip, non. Askip, non. Askip, non. Faudrait vérifier les sources, hein, je pense, mais je crois pas, tu vois. CD Delru dit: je crois surtout que la droite traditionnelle, entre guillemets, française, perd de l'électeur en masse depuis 15 ans et reprennent les idées au FN, espérant ramener des électeurs. Normalement c'est l'inverse, mais aujourd'hui on peut se questionner. Non mais je taquinais Abraham Lincoln, t'inquiète. Mais effectivement on peut se questionner, et c'est des Delru, tu poses une bonne chose, mais là où je suis d'accord, et je reviens à ce que disait Somat, le bruit et l'odeur, les Karcher, qui en doutait, m'est avis qu'il il a toujours existé au sein de la droite, notamment la droite gaulliste, hein, la droite gaulliste, donc cette fameuse droite républicaine, qui aura même, qui n'est pas exactement cette droite libérale, qui va être incarnée par exemple par des gens comme Valéry Giscard d'Estaing, l'UDF, puis après le MoDem, d'ailleurs, avec François Bayrou. Chirac crée le parti gaulliste en rupture avec Giscard d'Estaing après avoir été son premier ministre. Tout à fait, oui, voilà, exactement. Donc en fait, pour moi, je pense qu'il a quand même toujours existé une certaine forme de logiciel rance. J'essaye d'euphémiser un max, quoi, mais voilà, il y a toujours existé une certaine forme de logiciel qui les rendait un peu fongibles avec les idées d'extrême droite. Et en même temps, c'est pas non plus étonnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la droite et l'extrême droite, ils représentent les intérêts de qui, fondamentalement? Pas de la haute bourgeoisie, Ouais. la très haute bourgeoisie. Donc en fait, c'est normal que dans une situation où en fait, quand la société, quand ça va bien, quand les rapports sociaux se passent bien, on n'a pas besoin d'extrême. On a besoin, voilà, on va dire de mollesse, d'institutions pour faire en sorte que tout se passe bien, etc., etc. Donc le jeu de la droite républicaine, enfin, ça fait le taf, c'est très bien. À partir du moment où c'est la crise, à partir du moment où les gens, ils ne veulent plus du contrat social tel qu'il est établi, évidemment qu'on va passer à des méthodes, on va dire couées, quoi, des méthodes plus dures, et d'où Milei et sa tronçonneuse, quoi. C'est vraiment le symbole, mais on le voit très bien dans plein d'autres pays du monde, la Russie, les États-Unis, la Hongrie, d'une certaine manière. Alors, il y a Tristan Beurre de Cacahuète qui pose une bonne question. À quel moment les rapports sociaux se sont bien passés, notamment sous le capitalisme, hein, oui, bien sûr. Ou dans quel pays? Non mais oui, non mais d'accord, on peut très bien se dire que de toute façon, il y a toujours eu de l'exploitation et de la domination, mais quand même, dans les années 90 ou dans les années même 2000, hein, j'ai envie de dire, les rapports étaient quand même bien plus apaisés qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de violences policières, par exemple, en manifestation. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de violences policières. Je n'ai pas dit, parce que voilà, on pourrait parler donc de 1986, de Vaquet, Malik Oussekine, etc., etc. Bien sûr, mais en réalité, la société était quand même bien plus pacifiée. Il y avait des grèves qui étaient victorieuses à cette époque-là. Là, aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait, oui, 15 ans maintenant que il n'y a plus aucune grève ou plus aucun mouvement social qui est victorieux, et que en plus, la seule réponse qu'on apporte,
c'est depuis maintenant une dizaine d'années, avec la pseudo-gauche au pouvoir, et on va en parler peut-être un petit peu après avec la question des primaires et tout, mais maintenant, la seule réponse qu'on donne, c'est on va vous taper dessus, quoi. On va vous taper dessus. Si vous avez le malheur de vous syndiquer, eh ben, vous risquez de perdre votre job. Si vous avez le malheur d'être un militant écolo, eh ben, vous risquez d'être fiché S et de vous retrouver en prison. Si vous êtes un militant antiraciste, c'est la même chose. Bref, si vous êtes un militant insoumis, bah, laissez tomber, vous êtes un antisémite. Si vous êtes un militant communiste, bah, vous êtes un dictateur sanguinaire. Enfin bref, vous voyez. Donc, mais il y a Somat, par exemple, et merci Ideosnif, qui pose à peu près la même chose. Est-ce que c'est pas plutôt, quand tu dis que c'était plus pacifié dans ces époques-là, c'est pas juste qu'il y avait plus de défense populaire face à ces violences de classe? Est-ce qu'il n'y avait pas juste les gens qui se soutenaient? Est-ce que finalement, solidarité, quoi, la société pacifiée un peu telle qu'on la fantasme, est-ce que ce n'est pas simplement une société où les travailleuses et les travailleurs font preuve de plus de conscience de classe, font preuve de plus de solidarité de classe? Ouais, bien sûr, là, exactement. Et là, tu vois, il y a Somat dans le chat qui le dit très justement, hein, c'est le rapport de force qui a changé, hein. Nos grands-parents avaient l'air d'avoir plus de pouvoir sur les politiques, effectivement, grâce à des organisations de masse, les syndicats, les partis, les associations. Par exemple, tu parlais de l'IVG, enfin de Simone Veil et de l'IVG, avec des organisations comme les Jeunes Filles de France ou le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, et bah, de toute façon, qui étaient des véritables mouvements de masse, hein, en réalité, à l'époque, et bah, de toute façon, ça en imposait un peu, hein, je veux dire, là-dessus. Mai 68 où l'état profond s'est fait dessus. Effectivement, tout à fait. Donc bien sûr, il y avait plus de solidarité. Et aujourd'hui, la première chose qu'on a fait avant de détruire tout ce qui reste de l'État, c'est de détruire et de casser toute forme de solidarité. Mais ça, c'est quelque chose... moi, on va faire un peu d'autopromo. Regardez Nous sommes en guerre épisode 1, épisode 2 et épisode 3, la série documentaire Nous sommes en guerre, disponible sur YouTube, réalisée par Infoscope. On l'explique pas mal là-dessus. Et donc, pour passer à la suite, tu as un peu spoil, mais c'est très bien. Pour passer à la suite, tu veux dire. Ouais, une petite transition sur, finalement, on a vu un peu le tour d'horizon de la droite, à la fois à l'international avec Milei, à la fois avec, dans l'histoire récente, on va dire depuis les années 1960 jusqu'à présent, comment elle se restructure, cette droite-là, et puis aussi d'où elle tient ses racines. Maintenant qu'on a parlé de la droite, quelle réponse de la gauche face à la droite? Quelle réponse du camp qui est censé être celui de l'émancipation? Est-ce que la réponse est à la hauteur des enjeux? Est-ce que ça, c'est à la hauteur des enjeux? François Ruffin est-il à la hauteur? Oh, regardez, il est beau. Faut remettre le titre. François Ruffin, pour 2027, il nous faut une primaire et je la remporterai. François Ruffin, sors de ton burn-out, va voir un psy, fais quelque chose, prends soin de toi, souffle un peu, mais vraiment là, je crois que t'as pété une durite, cher François, parce que à la limite, tu peux dire il nous faut une primaire. Mais dire il nous faut une primaire et je la remporterai, en fait, il y a personne qui va se dire ah bah super, il faut faire une primaire pour que François Ruffin la remporte. François Ruffin soit candidat et puis soit candidat, point. Enfin, là, bon, voilà. Du coup, ça, c'était une interview de Libération réservée aux abonnés et on a quelques bails pour avoir un abonnement à Libé à moindre coût le 20 mai 2025. Donc, c'était il y a quelques jours seulement, il y a 6 jours. À moindre coût, ça dépend pour celui qui s'abonne. Hein. Oui. À moindre coût pour moi parce que c'est pas moi qui m'abonne, tu vois, justement. C'est pas moi qui me suis fait arnaquer par le social libéralisme. Non, plus sérieusement. Donc voilà. Les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon sont-ils les bienvenus dans la primaire proposée? Mais en fait, Bien sûr, le périmètre a existé, c'est celui de l'LFP. De Philippe Poutou à François Hollande, c'est à eux de choisir d'y rentrer ou non. Pourquoi aurait-il peur d'un débat, d'un vote? C'est un souci pour les naïfs. Bref, on va pas revenir in extenso sur François Ruffin tel qu'il le propose, mais le titre de cette petite partie de revue d'actualité, c'est que cette primaire Geyser dont il parlait pour un peu la primaire Geyser qui va attention, qui va absolument foutre le feu, on va dire, à la gauche et va mobiliser des millions d'électeurs. Eh bien, cette primaire Geyser, des milliards d'électeurs. Des milliards d'électeurs à travers le monde. Il faut voir que si le Parti communiste chinois y participe
à cette Oui, primaire. exactement. Ça peut être des milliards d'électeurs, mais non, plus sérieusement, et ben cette primaire Gézer, elle fait pchit avec l'idée d'une candidature unique à du plomb dans l'aile, notamment du fait que à LFI, et c'est Éric Coquerel qui s'est exprimé dessus, et Raphaël Glucksmann pour ce qui est de l'aile plus libérale, Oui, parce que Raphaël l'aile la Glucksmann est plus un camarade à Skip. bah pourquoi pas, après tout, François Hollande est-il un camarade? Est-ce que Bernard Cazeneuve est un camarade? Est-ce que Manuel Valls est un camarade? C'est de Manuel plus en Valls, plus non. dur. Non, C'est de Manuel plus en Valls, plus non. dur. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Donc Raphaël Glucksmann, bon, Allez, effectivement, c'est un peu chaud. il C'est un peu chaud. est Est-ce que De Villepin est un camarade? Non, faut arrêter. Oui, non, mais en fait, c'est Non, ça le plus problème. sérieusement. Ils exportent tellement le débat à droite que bientôt Alain Juppé va être un camarade, tu sais. Eh oui. Bientôt Macron est un camarade. Bientôt Macron, voilà. Valls est dispo du PS au RN, c'est clair. Valls est dispo, non pas de la LFI, non effectivement, mais du PS au RN, évidemment Valls est dispo. Est-ce que vous croyez que Valls il va organiser une primaire du PS au RN pour Voilà. être sûr de la remporter? Voilà. Pour être sûr de faire plus de Peut-être. 5% par rapport à 2011. Tu Ouais. sais, Tristan, moi je vais te faire une autre confession. Hein. Moi aussi, je kiffe François. J'ai kiffé François Ruffin. Franchement, je veux dire, il y en a Ouais. dans le chat avec qui je me suis engueulé vénère, tu vois, en défendant François Ruffin. Ceux qui sont là, qui se reconnaissent, vont vous lancer. Mais bon, là, faut quand même admettre que là, sa primaire Gézer, mais c'est même pas un élément de langage, quoi. Non, mais primaire Gézer, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au bout d'un moment, il y aura des fleurs, et grâce à l'unité de la gauche de la primaire, eh bien, nous allons obtenir les 500 signatures, comme Christiane Taubira il y a ça. Oh, wait. Effectivement, Eh, elle a merde. pas obtenu les 500 Eh oui. signatures. Aussi parce qu'elle avait tout simplement jeté l'éponge. Hein. Elle avait obtenu les 500 signatures en 2002 et ça avait été, encore une fois, un grand move. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non. Figurez-vous que ma mère avait voté Taubira en 2002. Oui, bah, il n'y avait pas grand monde qui avait voté Jospin en tout cas. Et pourtant, il y avait 7 Français sur 10 qui avaient voté à gauche, quoi. La gauche avait réussi à faire 115%, mais aucun des électeurs. Et donc la question Oui, pardon. que je veux poser, et en particulier au chat, mais en particulier encore plus particulièrement à toi, Adam, Oui, c'est si une primaire ne le permet pas, parce que quand même on se dit, il faut l'union de la gauche, il faut un truc qui permettra de mettre un peu tout le monde d'accord, parce que l'union de la gauche, c'est pas la garantie de gagner, mais la division à gauche, c'est la garantie de perdre. Oui. Et là, si la gauche perd, c'est pas la victoire de la droite, c'est la victoire de la droite. On va dire, c'est pas la victoire de la droite de Chirac, c'est la victoire de la droite de Retailleau ou la droite de Bardella. Donc c'est pas la même chose que la victoire de la droite de Chirac ou même que la droite de Sarkozy. Et donc c'est un danger majeur pour les personnes qui soit font partie de minorités, soit ont des grands engagements associatifs ou politiques ou militants, soit voilà pour toutes les personnes pour les immigrées, exploiter de manière générale. étrangers ou descendants de l'immigration, en particulier les Noirs et les Arabes, hein, autant dire les choses comme elles sont, les homosexuels et un certain nombre d'autres catégories qui sont jugées Les comme gens comme nous. étant n'étant pas justement rentrant dans la norme viriliste, masculiniste de Les gens de comme l'extrême vous dans le droite. chat. Hein. Les gens comme vous dans le chat. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, la question que je veux te poser, c'est si une primaire ne le permet pas, qu'est-ce qui peut rassembler la gauche? Jean-Luc. Tu penses que c'est Jean-Luc qui va rassembler la gauche? Non, mais sérieusement, Ah là, c'est une vraie là, question. là, Et il y en a beaucoup qui J'espère- répondent sincèrement Jean-Luc. Les insoumis, ils vont être chauds. En fait, sous la pression du vote utile en 2027, oui, ça peut rassembler. Peut-être que ça peut rassembler. Et effectivement, il est probable enfin, il est pas improbable, je vais dire, que ça. Tu vois, le mec dragon humain, Jean-Luc. Oh là 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 là. Oui, voilà, le vote utile en fait. Après, de là à rassembler, moi je suis d'accord avec toi. Et en fait, le véritable enjeu, est-ce que c'est. Attention, hop, petite pirouette linguistique. L'enjeu est-il de rassembler ou d'unir? Parce qu'en fait, c'est une autre chose. On peut rassembler. Admettons, on rassemble. Ça nous permet d'arriver à un second tour. Est-ce que ça nous permettrait de gagner une élection? Déjà, l'élection présidentielle en ce qui nous concerne. Est-ce que c'est ça ce qui est un véritable avantage? Est-ce que c'est un véritable avantage? Est-ce que la véritable question, elle n'est pas de créer plutôt les conditions favorables à l'unité? L'unité, c'est pas le rassemblement. C'est pas le rassemblement, tu peux faire un rassemblement, tu colles des étiquettes et voilà, ça crée demain à Angers et puis voilà, tout le monde est content, on fait une primaire et puis ça se passera bien, tu vois, je veux dire.
Mais c'est même pas sûr que ça arrive à la victoire, quoi, le rassemblement. Juste L'unité, entre parenthèses, demain Angers, c'est un rassemblement entre le PS et ses satellites, hein. oui. Et avec le pôle écologiste aussi. Oui. Et avec les rageux de la France Insoumise qui se sont fait têche de la France Insoumise. Donc le PS et ses satellites. Oui, bon, d'accord. Non, mais voilà, alors attends. Il y a plein de gens qui ne voteront pas pour Méluche. Ok, Guettet ou Bompard pourraient vraiment rassembler pour le coup. Ok, prendre le pouvoir sur moi, Jean-Luc. D'accord, pourquoi pas. Mais comment tu choisis un candidat en faisant taire l'ego de chacun? Mais en fait, moi, voilà, j'ai écrit un article il y a 2 semaines là-dessus. Et donc, ça me donne vraiment, je suis quand même, nous, Infoscope, on anticipe l'actu, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas dans l'actualité chaude. Nous, on est des anticipateurs d'actualité, tu vois, je veux dire. Mais il y a 2 semaines, c'est pour ça que je critiquais l'électoralisme et cette vision de pourquoi faut-il un candidat, etc., etc. Pour moi, ce qui permet le rassemblement et l'unité, c'est l'expérience des luttes, hein. C'est ni plus ni moins les mouvements sociaux. C'est quand tu vas t'engager en réalité, que tu vas te lever tôt le matin en pensant, je sais pas, on pourrait aller sur le piquet de grève et en te couchant tard le soir pour préparer la journée du lendemain. Ça unit. Ça rassemble, à mon avis, bien plus que de savoir quel est le ou la personne qui est, enfin le ou la candidate qui est la plus ou le plus légitime à venir. Et c'est ça le problème un peu des Mais il y a primaires, aussi hein. des gens qui se lèvent tôt pour diffuser des tracts et qui se couchent tard pour gérer des bails pour les élections. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je te disais il y a 2 semaines, c'est qu'en fait, on les contraint à devenir une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre. Est-ce qu'on leur permet d'avoir une expression, même en interne? Et cette problématique-là, elle ne concerne pas uniquement que les militants insoumis, hein, ou les militantes insoumises, hein. Ça concerne aussi les militantes et les militants communistes, les militantes et les militants socialistes, les militantes et les militants écologistes. Tiens, je prends un exemple. Là, en ce moment, c'est le congrès du Parti socialiste. Aujourd'hui, la véritable question qu'on se pose au sein du PS avec ce congrès-là, c'est est-ce que on suit la ligne forte, une ligne qui est unitaire avec la France insoumise, ou on suit la ligne autre, qui est une ligne unitaire, mais sans la France insoumise. Donc on se pose quand même la question de l'élection, comme si c'était un mouvement indépassable. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas changer et prendre le pouvoir uniquement via une élection. Il faut aussi réfléchir à comment on est capable d'imposer un rapport de force réel. Parce que, effectivement, je rappelle, par exemple, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. Ça veut dire qu'en fait, il est le laquais de la bourgeoisie. Il fait leur politique à leur service. Nos véritables adversaires, entre guillemets, c'est bien plus la bourgeoisie que le personnel politique. Et aujourd'hui, c'est eux qu'il faudrait aller chercher, c'est eux qu'il faudrait combattre. Et donc ça, je suis désolé, c'est dans les luttes. Voilà. Et donc pourquoi pas, après, on pourrait avoir, je sais pas moi, Sophie Binet ou Benoît Delru. On a justement pas mal parlé un peu de la genèse des mouvements de gauche, hein, libertaires et communistes et marxistes, ouais, etc. Les marxistes considèrent plutôt, à moins que je me trompe, qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les luttes populaires telles que les grèves et les élections, et qu'en fait on peut aussi gagner des choses en se présentant aux élections, en représentant les intérêts des travailleurs dans les assemblées, y compris les assemblées bourgeoises, et gagner des droits concrets pour les travailleuses et les travailleurs, tout en menant les grèves et en soutenant les syndicats, en soutenant les camarades qui sont en lutte réellement pour la survie de leur emploi ou leurs conditions de travail, etc. Et finalement, il n'y a pas d'antagonisme complet entre les deux. Il n'y a pas d'antagonisme. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais tu n'es pas sans savoir aussi que ces mouvements-là, notamment le mouvement marxiste, est quand même né des luttes, lui aussi. Bien sûr. Il est né des luttes sociales, notamment celle de la Commune. Et on n'a pas voté pour la Commune, hein. On n'a clairement pas voté pour la Commune, hein. Quand on est arrivé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas voté, hein, pour le CNR, hein. Personne n'a voté pour le CNR. Pourtant, tout le monde était d'accord pour le CNR. Alors après, il y a eu une constituante, et là, on a voté, effectivement. Mais il faut pas faire passer entre guillemets, il faut pas faire passer les vessies pour des lanternes. Et surtout, moi là, je suis pas là en train de me dire aujourd'hui, il faut une solution insurrectionnelle. Si on me dit, si par miracle, avec une élection, on peut gagner quelque chose et on peut changer le système et changer de société, tant mieux. Tant mieux. Et vraiment, hein, je serais le premier à en être heureux. Parce que, mais par contre, je suis pas d'accord avec Tristan Beurre de Cacahuète. Lutte, ça ne veut pas dire la violence. Gagner une élection,
ce sera beaucoup plus la conséquence justement d'un mouvement social qui est unifié que d'un candidat à la dynamique électorale lors d'une séquence à un moment donné, à un moment T donné. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que même la perspective de victoire et la perspective d'être majoritaire, elle passera d'abord et avant tout par des luttes. Et quand on dit les luttes, c'est un mouvement social, global, qui nous unisse. Voilà. Eh ben, merci Adam, merci à toutes les Goulinoises sur le chat d'avoir participé activement à ce débat. On fait une courte pause avant de parler encore une fois de la droite, en particulier de sa stratégie de conquête pour les municipales et de son rapprochement entre la droite et l'extrême droite. Ça va être l'objet de notre seconde partie de notre émission de la Gouline #13. Allez, à tout de suite les amis goulinoises. Goulinoise, nous revoilà. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. T'as la ref? Oui, évidemment, mais c'est pas exactement de ma génération, c'est plus de la tienne. Oui, j'avoue. Oui, j'avoue. En fait, c'est un peu entre nous deux, quoi, en fait, tu vois. Ouais. Bon, bref, on s'en fout. Team Rocket, toi-même tu connais les bails. Libéré, Jesse et James, je crois qu'ils s'appellent comme ça d'ailleurs. Et Miaous. Bref, hop, je referme la petite secrétaire, hein, parce qu'il y a des informations confidentielles là-dedans. Oui, effectivement. Alors, c'est le moment où on va parler. Bon retour à nous trois, effectivement. N'oublions pas Bérou. Oui. N'oublions pas notre cher Bérou. Exactement. Il est beau. Il est resplendissant. En tout cas, il est beaucoup plus beau que François Bayrou, Ficus Bayrou. Hein. Oui, Ficus Bayrou est quand même bien plus beau que François Bayrou. Ce qui est assez marrant, c'est que là, cette semaine, il a pas dit trop de dingueries, tu vois. Ficus ou François? François. Non, Ficus, il a été parfait cette semaine. C'est juste qu'il a fermé sa gueule, en fait. Ouais, je pense. Bah, tu vois, en fait, le mec, il a dû tirer tellement de... Le mec, dans sa cellule de com, ils l'ont dit, franchement, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, vaut mieux que tu te taises, tu vois, je veux dire, et tout. Ah, c'est vrai que en commission d'enquête parlementaire, il a dit tellement de dingueries. Oui, c'est clair. En 5h30, en plus, il a fait durer le truc, hein, parce que le mec, il a pris à peu près 1 heure pour te raconter sa vie, pour répondre à la question, est-ce que vous connaissez le juge Mirande? Il t'a parlé de trucs. C'est lunaire, quoi. C'est vraiment pas un affabulateur, mais plutôt, enfin bref. En même temps, on va pas épiloguer. Et puis en même temps, tu te dis quand même, avec Darmanin qui te parle de réouvrir le bagne de Cayenne et Retailleau qui veut. Alors, pas de Cayenne, de Guyane. Oui, bon, Cayenne, c'est pas en Guyane. Non, non. Bon si, oui, bah, si. si, je te confirme. D'ailleurs, Cayenne est une île, comme le disait Macron. Oui, c'est ça. En Guyane, qui n'est pas une île, exactement. Contrairement à ce que disait Macron. Et tu savais que la Guyane était aussi grande que l'Écosse? De toute façon, c'est l'Amérique du Sud, tout est grand là-bas. Oui. Alors qu'on a plus l'impression qu'il est du milieu plutôt que du centre. Oui, voilà, on a l'impression qu'il est surtout en PLS, le François Bayrou. C'est l'occasion et c'est le moment pour moi de vous dire, mes très chères goulinoises, de devenir donateur sur la cagnotte. Hein. Effectivement. La fin de leur monde. Ça arrive près de chez vous. Donc évidemment, abonnez-vous, devenez donateur sur la cagnotte, Hello Asso. Alors cette fois-ci, on va innover, on va pas défoncer la cagnotte, mais quand même, chères goulinoises, vous avez vu, on est encore très 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 loin de l'objectif annoncé. Et vraiment, hein, c'est votre soutien qui garantit notre indépendance. Hein. Donc on a vraiment besoin de vous sur ce point-là, parce que le documentaire... Même 5 €, franchement, n'hésitez pas, ça permet de faire avancer petit à petit l'objectif. Oui. Si vous pouvez donner plus, évidemment, donnez plus. C'est sûr que c'est un geste qui n'est pas anodin de aller sur le site Hello Asso, de sortir sa carte de crédit, de contribuer au projet, mais c'est ce qui permet effectivement de faire notre travail et en particulier de pouvoir sortir en bonne et due forme le documentaire qu'on vous prépare, qu'on vous concocte avec intensité ces semaines en cours, avec un montage j'ai été plus rapide que Tom et Aïe pour une fois. Yes! Ouais. Yes!
Et si pour vous donner votre indépendance, ne pas vous donner, c'est vous gagner sur notre joug. Pas... Bah non, oui, non, non. c'est juste que on sera Pauvre, toujours en fait, indépendant, mais encore avec moins de moyens. Donc donnez-nous des moyens, donnez-nous de la force, parce que c'est vous donner de la force. Exactement. Eh, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Alors après, pour les petites nouvelles du documentaire, bah écoutez, ça avance bien. Hein. Franchement, ça avance même extrêmement bien, plus vite que ce qu'on avait prévu. En plus, là, ça commence à vraiment bien débattre et tout au sein de l'équipe. Franchement, franchement, c'est agréable. Il y a une vraie effervescence en tout Ouais, cas, à la ouais. fois sur la production en propre, c'est-à-dire vraiment sur le banc de montage, sur le logiciel, on utilise DaVinci Resolve, après avoir utilisé pendant pas mal d'années Premiere Pro. Maintenant, on est passé sur DaVinci. Ça permet vraiment d'avancer plus vite sur certains aspects et de mieux calibrer aussi notre montage. Il y a beaucoup de séquences très intéressantes. Et au-delà de ça, il y a aussi une effervescence dans notre équipe et aussi sur notre Discord pour donner que chacun puisse donner son avis sur les séquences telles qu'on les a montées jusqu'à présent et sur les séquences qu'il reste à monter. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Hein, c'est dans le chat. Vous pouvez, voilà. Merci Somatsatou d'avoir partagé le lien du Discord qui est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un petit logiciel ou un site internet. Ça peut marcher aussi par un navigateur pour échanger avec nous, avec toute l'équipe, toute la communauté Infoscope pour justement nos différents travaux, dont le documentaire, mais pas que, aussi la gouline. Hein. Vous pouvez proposer par exemple des sujets tels qu'on les a abordés en revue de presse. Vous pouvez proposer un logo, ou en tout cas aider Cardi B à trouver un logo. Tout à fait. Que la pauvre est galère. Moi j'aime bien tout à fait l'idée d'une galette. Avec un G. En forme de G. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Grave, ça. Grave. Ouais. En tout cas, merci à vous toutes et tous qui êtes déjà sur le Discord, qui participez. C'est vraiment, c'est toujours un plaisir de vous lire, de s'engueuler aussi. Ça fait du bien aussi. Il faudrait tourner la gouline en journal de droite pour quelques semaines pour récupérer des petits investissements rapides. Puis hop, retour sur la ligne éditoriale et originale. Abraham, toi, t'aimes trop ce logo, mais en même temps, c'est vrai qu'il est marrant. Je vais vous pondre un logo en 20 minutes, bougez pas. Bah sinon tu demandes à ChatGPT. Hein. Faut que ce soit intégrable dans les visuels. Oui, par contre, faut que ce soit intégrable dans les visuels, effectivement. Bon, bah on va parler de la suite, puisque dans une demi-heure, il y a ton article, mon Ben, qui va... Ça faisait un moment que j'avais écrit l'article. Vous vous rappeliez de l'époque où Benoît Delrue écrivait des articles? Les anciens. Les anciens ont connu ça. Oui, t'es un ancien si t'as connu les articles de Benoît Delrue sur Infoscope.live. Exactement. T'es encore plus un ancien si tu les as connus sur le bilan. Alors là, ça c'est un vrai truc. Ça c'est un vrai truc. Et encore plus si tu les as connus dans l'humanité. Mais bon. Et ouais, bon là ça. Hein, certains n'étaient pas nés. En parlant de l'humanité, effectivement, moi par exemple, j'étais pas né. Appelez, mais comment on est trop fort! Abonnez-vous à l'humanité. Voilà, vers une union de la droite et de l'extrême droite. Oui, parce que quand même, juste histoire de présenter l'article, c'est que l'article s'intitule, je spoil, vas-y. Si la gauche échoue, la droite sème le chaos. Et c'est en particulier pour les municipales de 2026 et au-delà, la recomposition politique de la France. La responsabilité de la gauche, c'est de ne pas échouer. Échouer au sens large, hein, ce n'est pas que les élections, hein, on l'a rappelé, mais c'est aussi les élections. Et parce que là, la droite, elle est en ordre de bataille, notamment vers une union de la droite et de l'extrême droite. On va en parler. Exactement. Alors maintenant, on n'est pas payé pour se dire de s'abonner à l'humanité, bien qu'on soit au bord de notre comité local, des amis des lecteurs. Je ne veux pas balancer, mais Adam a failli être payé pour dire de s'abonner à l'IB. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, ok. Mais moi, finalement, il dit de s'abonner à l'IB et il n'est pas payé. Et voilà. C'est ça le business model. J'ai payé aussi de payer pour dire de s'abonner à l'UMA. Et pareil, voilà, non, toujours pas. C'est bon, j'ai fait le logo, je l'ai drop sur le Discord, c'est vrai. En tout cas, moi je pense qu'on devrait vous remercier pour ça. Ah bah écoutez, les camarades, Dove Alphone, Fabien Gay. Si je pense que ça mérite d'aller le visionner en live. Alors Somat, t'es sûr que ça mérite d'aller le visionner en live? Le logo du mec dragon humain?
vu la qualité. Alors, ah bah, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais Certains. pas. Je sais Bah, on peut. Hein. Attends. Faut mieux défendre vos OP. Bah oui, bah en même temps, on fait nos OP, on fait les OP comme on peut, hein. Je veux dire, un jour, on aura une publication sponsorisée avec l'humanité. Le reveal. Alors attends, mais vraiment, t'as vraiment fait un truc. Eh, franchement, je sais pas moi, hein. Alors, on va Attends, tenter un truc. hop. On va tenter un truc. Alors, pendant ce temps-là, Alors, ça doit être dans Lagouline. j'imagine. Ah oui, d'accord. Effectivement. Excellent. Bon, on ne le montrera Excellent. pas sur le chat. Cardiatou adore cette DA. Personnellement, je suis un peu plus réservé. On en reparle, les amis. Quel hein. génie. On en reparle. Quel génie. Quel génie. Aïe, 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 aïe. Bon, on va revenir quand même donc du coup sur cet article de l'Humanité qui se pose la question donc effectivement de l'union de la droite avec l'extrême droite, cette fameuse union des droites qui est fantasmée par les deux Benoît, comme on en parlait tout à l'heure, les Sterrin, les Bolloré, etc., les Zemmour, bien sûr, qui a servi un petit peu d'incubateur. Voilà, d'autres personnes comme Éric Ciotti, dont nous aurons le temps de reparler un petit peu après. Moi, la véritable question que j'ai envie de poser d'abord au chat et même aussi à toi, bien sûr, justement parce que en prévision de ce que tu as écrit, c'est est-ce qu'on peut vraiment craindre une alliance, en tout cas une union de la droite et de l'extrême droite, dès l'élection municipale de 2026? Non seulement il faut le craindre, mais il faut être sûr que ça va arriver. Une union des droites et des extrêmes droites, une union de la droite et de l'extrême droite, peu importe la sémantique, mais l'union de la droite et de l'extrême droite va arriver au municipal de 2026, pas partout, pas dans toutes les configurations, pas dès le premier tour, peut-être au second tour, mais ça va arriver, c'est sûr, en particulier dans les municipalités qui ont été prises la dernière fois en 2020 par les écologistes, par les socialistes, dans les municipalités que la France Insoumise vise particulièrement pour 2026, puisque la France Insoumise a une vraie stratégie d'implantation locale et de conquête de certaines mairies. Eh bien, on peut imaginer un front anti-LFI tel qu'il est théorisé aujourd'hui par des gens comme Retailleau, même Macron, d'une certaine manière, en tout cas Édouard Philippe théorise ça. Retailleau aussi, évidemment, Marine Le Pen, Jordan Bardella aussi théorisent des fronts anti-LFI. Ça aura lieu. C'est un front anti-républicain, tout simplement. Et c'est l'inverse du front républicain, mais nous serons face à des unions objectives et subjectives, des unions claires entre la droite et l'extrême droite, entre Édouard Philippe et Retailleau, entre Retailleau et le RN. En particulier, je l'explique dans mon article, qu'il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là, notamment le fait que Robert Ménard, en 2014, s'est fait élire maire de Béziers, que c'est un laboratoire Béziers pour l'extrême droite municipale, et que en 2020, quand il s'est fait réélire, c'était avec le soutien des Républicains. Donc, c'est intéressant de voir que, en fait, il y a une convergence de l'extrême droite et de la droite aujourd'hui, et que au municipal particulièrement, ce sera pour la classe dominante qui n'avait qu'un rêve après le 7 juillet, faire péter le front républicain. Eh bien, ce sera l'occasion pour cette classe de milliardaires de enterrer pour de bon le front républicain en faisant plutôt un front anti-LFI, sous prétexte que LFI serait des islamistes, que seraient des antisémites, ce qui est factuellement faux, mais ce qui est en tout cas déversé à longueur d'antenne sur BFM TV par Robert Ménard, sur CNews évidemment, dans des journaux comme le JDD, comme Paris Match, et ainsi de suite. Et donc, c'est dans toute cette... Comme Frontière. Et comme Frontière, évidemment. Ce média d'investigation. Voilà, qui est un vrai journal d'extrême droite, comme Valeurs Actuelles aussi. Et ce qui est sûr, c'est que ils n'auront aucun scrupule à s'allier pour ces élections locales, dès le premier tour parfois, au second tour souvent. Il y aura une union des droites et de l'extrême droite.
Alors, a priori, tout le monde n'est pas d'accord avec ta take, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'à droite, il y a tellement une culture, une culture du chef, une culture de la prime au majoritaire, que souvent, ça a créé des tensions, hein. On le voit très bien avec ce qui s'est passé au sein des Républicains, entre la bataille entre Retailleau et Wauquiez, qui était plus un débat finalement de posture qu'un véritable débat idéologique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, parce que moi je suis plutôt d'accord avec toi, euh, est-ce qu'on ne peut pas craindre que, quand même, face à l'urgence, d'une certaine manière pour la droite, hein, face à l'urgence du risque de l'islamo-écologisme de Mélenchon, quoi, et ben, en fait, ils mettent leur ego de côté, justement, comme nous, on n'est pas capable de faire, mais eux, ils vont le faire, de mettre leur ego de côté pour pouvoir aller tout droit, tous ensemble, vers 2027, en tout cas. Bah oui, 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 c'est exactement ce qu'on pouvait craindre. C'est-à-dire que faut imaginer quand même qu'en 2024, en 2024, il y a moins d'un an, les Républicains, on va en parler encore par la suite, mais je le dis dès maintenant, les Républicains étaient au fond du trou, au fond du trou. Éric Ciotti avait rallié Marine Le Pen au moment de la dissolution. Avant les législatives, il s'était fait désavouer par son propre bureau politique. Les Républicains étaient arrivés quatrième force, loin derrière tous les autres, et dans une campagne où ils avaient fait campagne contre Macron, contre Le Pen, contre le NFP surtout. Et Macron a ressuscité les Républicains et leur a donné un nouveau chef, Bruno Retailleau, qui n'est pas n'importe qui est quand même encore issu de l'extrême droite, en l'occurrence du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et qui aujourd'hui incarne quelque chose de nouveau pour la droite républicaine, qui est une droite républicaine qui n'a jamais été aussi, qui a aussi mal, jamais aussi mal porté son nom. Et notamment pour ce qui est de ce parti, les Républicains, qui n'a jamais été très, on va dire, gentil, très à l'aise avec les institutions républicaines, avec la devise républicaine, mais en tout cas, qui en tout cas depuis 2015 et son changement de nom de l'UMP vers les Républicains avec Sarkozy, avait quand même continué à défendre une certaine idée de la République, une idée certes fondée sur la domination bourgeoise et ainsi de suite, mais qui n'était pas non plus dans le discours de Bruno Retailleau, qui est le français de papier, la L'état de guerre contre droit. l'Algérie, tout ce qu'on voit actuellement se dérouler au gouvernement, parce que Bruno Retailleau, c'est pas n'importe qui, c'est certes le nouvel homme fort de la droite, mais c'est aussi le nouvel homme fort du gouvernement. Il fait la pluie et le beau temps au gouvernement. Encore très récemment, il y avait la ministre de l'Agriculture qui parlait de la loi qui va être déposée sur le métier agricole, déposée par la droite pour défendre vraiment l'agro-business, on va dire, et les thèses de la FNSEA, qui était à côté d'elle pour la soutenir. Ce n'était pas François Bayrou, Premier ministre, c'était Bruno Retailleau qui s'est exprimé sur la souveraineté alimentaire, etc. Et ça, c'était ce matin. Donc, Ouais. Bruno Retailleau est omniprésent, un peu comme l'était Sarkozy en 2005-2006, quand il était ministre de l'Intérieur, mais il est bien plus dangereux parce qu'il vient vraiment de l'extrême droite, et il va vraiment vers l'extrême droite, Bruno Tout à fait, Retailleau. ouais, ouais. Alors, t'as le mec Dragon Humain qui est un analyste politique, j'ai envie de dire, d'une profondeur. Non, mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'il dit, tu vois. C'est une bonne chose. Les voix concentrées chez le RN vont être partagées avec Bruno Retailleau. Donc, la primaire va se terminer avec. Le premier tour va se terminer avec plein de candidats qui se partagent les voix. Ce qui, ultimement, résultera en la victoire de Mélenchon, qui a une base solide et grandissante, malgré ce que l'on dit. Alors, que Jean-Luc Mélenchon ait une base solide et grandissante, ça, je suis plutôt d'accord avec cette take. Par contre, sur le fait qu'il va avoir une telle répartition de la droite, ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je rappelle quand même que, d'ailleurs, il y a un article de Libération, hein, qui a écrit ça, qui parle de la bromance entre Retailleau et Édouard Philippe. Donc, bromance, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est brother et romance. Donc, c'est Voilà. un mot valise qui veut dire, en gros, une grande amitié un peu fusionnelle entre deux hommes. Et là, en l'occurrence, entre Édouard Philippe
et Bruno Retailleau. C'est d'autant plus vrai que, par exemple, la présidente de région des Pays de la Loire, Christelle Morancet, son nom m'échappait, hein, vous savez, celle qui a sabré dans les budgets de la culture en Pays de la Loire. Elle a inventé sa propre tronçonneuse Made in Pays de la Loire. Voilà, Made in Pays de la Loire. Eh bien, elle est la porte-parole et le bras droit d'Édouard Philippe à Horizon. Mais elle vient d'où? Eh ben, elle vient JLR de Retailleau, de Vendée. Donc voilà, je veux dire, en fait. C'est ça, parce que Bruno Retailleau était président de la région Pays de la Loire à la faveur de son passage à l'UMP et chez les Républicains. Après être parti du Mouvement pour la France, il était président de la région Pays de la Loire avant de passer la main à Christelle Morancet. Donc il y a une vraie convergence entre Édouard Philippe, Horizon et l'extrême droite, du moins à la droite extrême de Bruno Retailleau. Et entre Bruno Retailleau et le RN, on voit que la seule différence, c'est que le RN est dans l'opposition, mais soutient quand même le gouvernement, puisque sinon il voterait les motions de censure. Et Bruno Retailleau, lui, il est carrément au gouvernement et il entraîne la France dans un conflit diplomatique avec l'Algérie, comme on n'en a pas connu depuis la fin des événements d'Algérie, comme ils disent. Et voilà, c'est clairement grave ce qui se passe. Voilà, et surtout, il y aura combien de candidats à gauche? Oui, de quelle manière, par exemple, Bruno Retailleau ne va pas siphonner les voix aussi du Rassemblement national, dans la mesure où Marine Le Pen, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas candidate, ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027, et il semble à peu près assuré que Jordan Bardella n'a pas les moyens en 2027 pour être le président de la République, faut quand même il n'a pas le niveau. Il a pas le niveau, peut-être en 2032, je sais pas, en tout cas j'espère pas, mais... Après, moi je pense clairement que si Marine Le Pen est... on va dire, si l'hypothèse Marine Le Pen s'effondre, et elle va s'effondrer, parce qu'en appel express, ça va être confirmé la peine d'inéligibilité. Et donc, en fait, Bardella n'a pas les épaules pour le faire. Moi, ce qui me fait craindre, c'est que ce soit Marion Maréchal qui prenne la suite, qui prenne la relève. Marion Maréchal qui s'était rapprochée de Zemmour, qui avait plus ou moins requitté Zemmour pour se rapprocher à nouveau du RN au moment des législatives 2024. Et qui n'est pas totalement au RN, mais pas loin non plus. Et puis Marion Maréchal, sa ligne politique, c'est l'union des droites. Oui, contrairement à Marine Le Pen, qui est plus sur une négation du clivage gauche-droite, mais n'empêche qu'il y a une vraie filiation, même, on va dire, génétique, naturelle, biologique, entre Marion Maréchal et sa tante. Et donc, assez logiquement, moi, je pense que ce ne sera pas Jordan Bardella, le candidat de l'extrême droite en 2027, ce sera Marion Maréchal. Oui. Ou même peut-être pas de candidat tout court. Regarde, Abraham Lincoln, Bardella est tellement clownesque, ils font appel à voter pour Retailleau à la place. Pourquoi pas? Non mais en vrai, ils vont tout faire pour que Marine revienne, vous allez voir, il va y avoir un grand retournement de situation. Mais après là, le problème c'est que c'est aux mains de la justice, et la justice, elle est relativement encore indépendante dans ce pays, et on n'a jamais vu un appel dédire complètement une peine en première instance. Donc il faut aussi faire attention si c'était le cas, ce serait effectivement un coup de tonnerre. Et par contre, effectivement, ça rebattrait bien sûr les cartes, parce que si Retailleau aussi, s'il est lancé tel qu'il est lancé, c'est aussi parce que lui, il parie justement sur le fait que ce procès en appel ne va pas totalement dédire la position de l'inéligibilité de Marine Le Pen, et donc ça lui ouvre un véritable boulevard. Tristan Beurre de Cacahuète qui nous dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une insurrection d'extrême droite pour soutenir Marine, genre avec les agris et tout, les milices d'extrême droite? Bah, déjà vu les agriculteurs, en particulier ceux de la coordination rurale, qui sont très pro-RN. Déjà vu le monde à leur manif pour Marine, j'en doute fortement, lol. Oui, non mais... C'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'il y avait que dalle à leur manifestation, alors que les images semblaient dire l'inverse, mais en fait les images diffusées sur les chaînes d'infos en continu étaient celles fournies par le RN, réalisées par le RN, alors qu'aucune autre manifestation, a fortiori de gauche, c'est les caméras des organisateurs qui sont diffusées en temps réel sur les chaînes d'infos. C'est plutôt... ils montrent la réalité, quoi. Donc, mais en plus...
entre guillemets, tu vois, il peut exister aussi un monde où justement les milices d'extrême droite et que par exemple, même le Rassemblement National, hein, je veux dire, jusqu'aux milices d'extrême droite, hein, les nervis de l'Alvarium et tu vois, tous ces gens-là, donc l'Alvarium qui est notre non-nazi à nous à Angers, quoi. Angers a du talent. Salut Mona, j'espère que tu vas bien. Salut Mona Rossière. On n'a pas parlé de toi, désolé. On parle de Bruno Retailleau, El Famoso Bruno Retailleau et de l'article de Notre Benoît grande Delruy. figure de la Vendée. N'est-ce pas? Voilà, de Adam Fourage à Mona Roussière en passant par Bruno Retailleau. L'axe au sel de Noirmoutier. J'étais en réunion de mon syndicat. Ok, ça marche. Non, parce que si on soutient le principe de la rue pour amener la gauche au pouvoir, la droite peut faire de même, sans violence. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai. Février 34. Hein. La droite, elle peut faire appel à un soutien de principe de la rue pour s'amener au pouvoir, mais pas sans violence. C'est-à-dire que la gauche, elle peut le faire sans violence. On l'a vu par exemple avec, je sais pas, ne serait-ce que Allende au Chili. Pinochet, quand il arrive au pouvoir, c'était pas sans violence, c'était avec un appel de la rue, entre guillemets. Donc voilà, là pour le coup, les appels insurrectionnels entre ceux de Mélenchon et ceux de Marine Le Pen, il y en a un qui me fait beaucoup plus peur, c'est celui de Marine Le Pen, parce que les insurrections d'extrême droite ne sont jamais très gentilles. Alors que le Mélenchon, on a beau le dépeindre en diable, quand il parle d'insurrection civique, il parle de prise de conscience du peuple en tant que peuple. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Alors, Tristan Beurre de Cacahuète, pourquoi elle le ferait pas sans violence? Bah, je sais pas, t'as déjà traîné avec un nazi d'Alvarium ou pas? Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut arrêter, hein, faut dire ce qu'il y a, mais aujourd'hui, ces gars, en plus, c'est majoritairement des gars, il existe des filles, hein, je veux dire, bien sûr, et qui sont au collectif Némésis, tout ça, là, mais franchement, sincèrement, s'ils sont flippants, c'est pas uniquement parce que leurs idées sont nauséabondes, hein, c'est aussi parce que ils hésitent pas, parce que eux, ils disent pas des tracts, hein, ils y vont à la baramine direct, hein. Pas le temps. Hein. Il y avait un 1er mai, au 1er mai 2022. Je vous fais référence, de toute façon, en plus, c'est sur la Gouline, hein, l'interview que tu avais fait avec l'Observatoire Angevin des libertés publiques. Je veux dire, les fachos, eux, quand ils vont militer, tu vois, ils y vont franco de port. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Pinochet, encore un nom de pédocriminel. Bayrou doit probablement le trouver sympa. Je crois pas, je sais pas ce qu'on peut se Bayrou de Augusto Pinochet, mais je sais pas. Et en plus, il a dit que tu avais voté pour Taubira. Ouais, j'avais voté pour Taubira à primaire populaire. Et maintenant, je suis contre les primaires. Comme quoi, il y a que les conquis changent pas d'avis. Et voilà, je suis quelqu'un d'intelligent, contrairement à Sophie Primas, qui a décidé de mettre un CSC à son gouvernement. C'est le CSC du siècle, là. C'est clairement le CSC du siècle. En tout cas, c'est le CSC... Ouais, c'est un bon CSC, quoi. Oui. Alors, je sais que ce chat n'est pas le lieu pour régler mes petits soucis, mais j'arrive pas à faire de commentaires sur le site d'Infoscope et j'en avais un à faire suite à l'article de Clémence, en particulier sur l'idée que le kit de LFI pour les municipales serait une innovation, alors que ça existait déjà pour les dernières municipales. Mais je crois que tu as un compte, Mona Roussière, pour Infoscope, et donc tu as juste à te connecter avec ce compte. Mais si tu veux régler tes petits soucis techniques, n'hésite pas à aller sur le Discord. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et il y a une IA très sympa qui s'appelle Tom AI. Exactement. Qui pourra t'aider. Tu peux me contacter sur Discord, on voit ça ensemble. Et Tom AI est déjà sur le. Bravo. C'est moi, coucou. notre goat à nous. Bon, alors on va voir quand même ce qu'elle a dit, hein, la petite Sophie Primas avec son petit CSC. Ouais. On va écouter ça. Encore hier, à cette même place, Bruno Retailleau a rappelé, et il tenait à le rappeler, il n'est pas macroniste, donc on peut... Moi non plus. D'accord, c'est pas une nouvelle, puisque vous êtes membre d'ELA, mais ça veut dire qu'on peut être ministre clé du gouvernement et être un opposant au macronisme. La question, c'est pas être opposant au macronisme. Le macronisme... probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent, avec la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat du président Macron. La question est de savoir comment on rebâtit la suite. Oui, bien sûr, dans la situation politique particulière qu'est la nôtre aujourd'hui, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale,
dans une situation de quasi-coalition du bloc central. Oui, le bloc central, d'ailleurs, il y a des crispations à l'endroit de M. Retailleau. C'est normal, il agit, et quand on agit, on fait un petit peu de remous sur les bords, c'est normal. Encore hier, à cette même place, Bruno... Ouais, il y en a un autre qui agissait dans les années 30. Oui, Il y avait un peu de remous sur les bords, c'était normal. Oui, voilà. Voilà. Donc, non, mais vraiment, là, en fait, en vrai de vrai, donc, effectivement, ça a fait péter un câble le gouvernement, l'Élysée, la porte-parole du gouvernement qui dit c'est la fin du macronisme dans les prochains mois. Voilà. Alors qu'elle est là grâce à Macron qui a ressuscité les LR, alors qu'ils étaient au fond du trou, au fond des égouts, il les a ressuscités et ils sont devenus ils se sont plus sentis pisser. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de malade. C'est quand même vraiment un truc de malade. Mais en réalité, est-ce qu'elle a pas tort en vrai? Est-ce qu'elle a pas tort? Malheureusement, est-ce qu'on peut pas lui donner le point? Bah, bien sûr qu'on peut lui donner le point. Bien sûr qu'on peut lui donner le point, parce que la fin du macronisme, c'est la fin du libéralisme politique, c'est la fin non pas de l'ultralibéralisme économique, mais d'une forme de ultralibéralisme économique allié à un libéralisme politique, c'est-à-dire plutôt progressiste sur les questions sociétales, avec par exemple la PMA qui a été étendue sous Macron. Il y a eu quelques petites avancées sociétales. Il y a le débat sur la fin de vie, mais on voit que ça tourne au vinaigre pour les quelques progressistes de la Macronie. Et en réalité, c'est la fin de leur monde. Voilà, c'est vraiment ça, la fin de leur monde, le titre de notre documentaire qui boucle justement le cycle sur le macronisme qui avait été initié par un pognon de dingue qui expliquait comment Macron avait été placé à l'Élysée par les grandes fortunes. Et aujourd'hui, la fin de leur monde, c'est d'abord la fin du macronisme, c'est la fin du libéralisme, parce que c'est la fin d'un cycle, et la fin de leur monde, c'est aussi la finalité, la phase finale d'un système bien plus large que le libéralisme, qui est le système capitaliste, qui arrivait dans sa phase finale, c'est-à-dire l'autoritarisme, voire le fascisme. Et effectivement, la droite, en fait, la recomposition, la polarisation, le macronisme n'a été qu'une parenthèse dans la négation du clivage gauche-droite. Et au final, ça a aspiré les modérés, entre guillemets, des deux camps. Finalement, la Macronie elle-même s'est complètement partie vers la droite la plus radicale avec Retailleau, et la gauche, elle se polarise à nouveau autour d'idées radicales, avec par exemple le programme du nouveau Front Populaire qui était clairement beaucoup plus radical que le programme de François Hollande en 2012 par exemple, et donc c'est en cela que il n'y a plus de place pour la modération en politique. Ça ne veut pas dire que c'est être radical que d'être de gauche radical. Mais ce qui est radical, au contraire, c'est ceux qui se prétendent modérés pour maintenir un statu quo dans un ordre établi où les magasins dégueulent de denrées alimentaires, alors qu'à côté de ce magasin, il y a des personnes qui font la manche et qui ont l'estomac vide depuis 10 jours. C'est ça qui est ultra radical en réalité, au sens péjoratif du terme, c'est l'immodération de ce système économique. Et celles et ceux qui combattent le système économique ne sont pas des radicaux. Par contre, ils veulent prendre le problème à la racine et s'attaquer aux causes des inégalités, aux causes des oppressions et des dominations, et en l'occurrence, en particulier le patriarcat et le capitalisme, qui ensemble sont à la source de la plupart des problèmes tels qu'on les vit, et à la source de beaucoup de choses aussi. On peut dire patriarcat, capitalisme, colonialisme, parce que les trois se sont développés ensemble dans une nouvelle phase pour le patriarcat, colonialisme et capitalisme ensemble dans l'extension des échanges marchands, et en fait ont abouti à ce que le peuple se fasse diviser sur des considérations subalternes pseudo-essentialistes, alors qu'en réalité, il y a des intérêts de classe qui existent toujours et qu'il y a une injustice profonde. Et donc, face à ça, il y a ceux qui défendent le capitalisme coûte que coûte, avec de plus en plus de violence, puisque le capitalisme est de plus en plus en crise, et il y a ceux qui défendent l'alternative au capitalisme,
qui sont de plus en plus marginalisés par un système qui se radicalise, avec une société qui se droitise. Et donc, face à ça, c'est une polarisation nouvelle dans laquelle le macronisme n'a pas de place. Donc oui, je donne le point à Sophie Primas. Voilà. Alors, Cardi B, la fin de leur monde égale futur banger. Ouais. Cœur coréen. Tiens, viens, on fait un cœur ensemble. C'est magnifique. Attends, Ça ressemble à rien. bon, bref. C'est le nouveau logo de la Gouline, il y a du progrès, ça donne faim. Merci Mona. Suivez-nous sur YouTube pour voir des images en avant-première, surtout un magnifique teaser bref monté par Tom AI himself et Elb, que on salue d'ailleurs. Il faut que la gauche s'incarne en phénix, que l'on carbonise la droite et que l'on renaisse de leurs cendres. Pas de violence, restons modérés. Non mais on peut dire que ça fait catharsis en fait d'une certaine manière. T'inquiète Abraham, nous on te défendra s'il arrive un problème. Le premier qui a un problème avec Abraham Lincoln ou qui que ce soit dans le chat, nous on sera là pour le défendre. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Bon, il y a une régie qui, voilà. T'as la régie, elle est en train de, Il y a Skynet qui essaye de nous pirater, mais c'est pas grave. Oui, exactement. Mais bon, il a décidé d'enregistrer l'image comme ça, Manu Militari, tu vois, je veux dire, on n'a pas compris. Il l'a même pas enregistré parce qu'il n'avait pas accès à l'écran qui permettait d'enregistrer dans l'explorateur. C'est pas la bonne fenêtre. Ah non, Tom AI, c'est la première erreur de tout qu'on ait vue. Je veux dire, et du coup, Benoît a décidé de rendre hommage à Linda Deschlag et de l'enregistrer lui-même. J'aurais changé le logo. Et bah très bien, bah voilà, il vient de l'enregistrer. Un Coluche pour la gauche. Et oui, j'ai des grandes idées. Bah ouais, un Coluche, un Guillaume Meurice, quoi. Tu peux changer le logo si tu veux t'amuser. Il est enregistré dans téléchargement. Ah bah non, mais arrêtez. Sous le nom image.png. Oui, voilà. C'est reparti. Allez, il y va. Enchaînons. Il y va là pendant ce temps-là. Bah pendant que là ils sont en train de refaire le logo de la Gouline qui a été proposé donc par le mec dragon humain. Ouais voilà l'image. C'est voilà exactement. Voilà ok. non mais je te jure. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Bah va falloir savoir. Mais voilà le nouveau logo proposé par donc voilà là ouais voilà. Alors si vous le voyez pas merci le mec dragon humain. On va vous le zoomer tant qu'à le faire. Hein. Attends, je crois qu'il est encore dessus, non? Autant aller au bout du truc. Voilà, la Gouline. Voilà. Et donc c'est ce logo que Cardiatou trouve très bien sans vouloir balancer. Hein. Sans vouloir balancer, exactement. Bon, très bien. Voilà, bon, on rigole bien. Hop, on passe à la suite, s'il vous plaît. On va passer à. Alors, il y a vraiment le logo de la Gouline qui a changé partout. Hein. Même sur les assets des articles et tout. Mais c'est pas grave. Pas mal non plus. J'aime beaucoup Dimona Roussière. Ok, très bien. Tout le monde est d'accord. Bon, bah bravo, le mec dragon. T'as réussi ton la coup. Fin de leur monde. Oui, la fin de... Et en parlant de fin du monde, alors là, on a une scène digne de World War Z. Un génie. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez d'Eric Ciotti? Déjà, est-ce que vous vous rappelez d'Eric Ciotti? Voilà. Camarade goulinoise. Est-ce que vous vous rappelez d'Eric Ciotti dans son bureau à l'époque où il était chez les Républicains? Ce n'est pas que le gagnant du concours de sosie de gland. Du camping de la plage, de la playa de Nice en 2004. Voilà. Ce n'est pas que le vainqueur de ce concours de sosie de gland. Il est plus, peut-être qu'il est plus, quand il s'est caché dans son bureau, exactement quand il s'est caché. Le psychodrame, mais un drama, mais ça fait passer Villebrequin pour quelque chose, mais de seconde zone, tu vois, à cette époque-là. La guerre en interne de qui ce qu'il faisait, Retailleau, nanana. Il n'avait pas gagné le procès? Non. Oh là là avec la musique, hein. Oui. Bien joué. On la remet. Non, on la remet. Avant cette game. En plus, t'as vu ce mouvement de caméra, tu vois? Je veux dire, prends-en de la graine, Ben. Voilà. On
On va arrêter là parce que quand même ma patience a des limites. Oui, quand même. Voilà, donc Voilà. ça c'était Éric Ciotti dans son bureau après avoir dit « Je rejoins Marine Le Pen, je rejoins Jordan Bardella, je suis au travail pour la France et même si on veut absolument m'exclure de mon propre parti, je suis au travail pour la France, tout seul dans mon bureau, barricadé, tout ça. » Et donc il s'est filmé tout seul dans son bureau. Exactement. Avec un plan fixe. Il y avait quand même un mouvement de caméra de qu'il doit y avoir un larbin dans l'histoire. Oui, mais, je pense. C'était son gars qui était avec lui, qui était avant à Génération Zemmour et qui l'a rejoint après aux Jeunes Républicains et qui s'est barré avec lui. Ah bah une oui, espèce de, oui, je sais plus quel gars, je sais plus son blaze. Son directeur de cabinet. Ouais, son directeur de cabinet qui était responsable des Jeunes Républicains. Enfin bref, tu vois, je veux dire, et qui était là, qui était en train d'expliquer que l'avenir, c'était Éric Ciotti et Marine Le Pen, main dans la main. Pourquoi Super Ciotti dont la crise était un serrurier direct. Il avait à manger dans son bureau. Non, il en est mort. Et donc du coup, c'est son âme qui est à l'Assemblée nationale, tu vois. Mais le gars, il a quand même réussi à être réélu, hein, tu vois. C'est quand même fou, hein. Non, il n'a pas été réélu d'ailleurs. Je sais plus s'il avait été réélu. Je sais plus s'il est réélu. C'était à la com quand il y avait une validation par un juge de son statut de dirigeant. Oui, peut-être. C'était le 13 juin, donc c'était vraiment... Non, c'était pas validation par un juge, c'est plutôt qu'il y avait eu un référé liberté, je crois, en tout cas un truc de procédure administrative ultra rapide qui pour annuler l'élection ou je ne sais quoi sur le fait que Éric Ciotti avait seul décidé de rejoindre le RN en tant que président des Républicains lors d'une interview au JT de TF1 et ça n'avait pas abouti, le juge avait décidé que c'était irrecevable et donc suite à ça il s'est barricadé dans son bureau, tout ça, enfin une décision de justice chelou exactement ce mat et donc ça c'était le 13 juin, faut imaginer que la dissolution de l'Assemblée nationale c'était le 9 juin, donc le 13 juin les LR ils étaient au fond du trou quoi, et le 7 juillet aussi ils étaient au fond du trou grave. Ciotti a été réélu en 2024, ça par contre faut quand même le faire, hein. T'as été la risée de la France entière, sauf dans ta circonscription de Bourges de Nice, voilà. Bon. Ouais, et les mecs ils ont dit bravo monsieur, bravo monsieur. Franchement, c'est ce qu'on attendait de vous depuis longtemps. Oui, voilà, et peut-être ça se trouve, Ah oui, disent, hein. Mais bien sûr. Oui. Non mais en vrai, pourquoi on se dit ça? Parce que maintenant, aujourd'hui, qui c'est qui a à la place de Ciotti dans ce bureau, justement? Mona Rossière le dit. Voilà, Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, il est fondamentalement pas en désaccord avec Éric Ciotti. Alors peut-être que Éric Ciotti c'est un petit ange parti trop tôt, mais finalement, est-ce que ces mecs-là, c'est pas un visionnaire? Et ouais, à jamais le premier. À jamais le premier, hein, Éric Ciotti. À jamais le premier président des Républicains à avoir rallié Marine Le Pen et Jordan Bardella. Est-ce que c'est le premier mais pas le dernier? Est-ce que Bruno Retailleau, lui aussi, en tant que président des Républicains, va rallier Jordan Bardella ou Marion Maréchal ou Marine Le Pen? Ou est-ce que à l'inverse, c'est Jordan Bardella qui va rallier Bruno Retailleau? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une convergence idéologique ou en fait une convergence de droite qui se rapproche et que là, en fait, on voit que c'est de plus en plus proche. Plus on avance, plus c'est proche et que bientôt ça va se toucher. Exactement. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Bah, on voit vraiment la grandeur de la pensée de la droite. Il est vendéen, alors je ne sais pas trop, il y a peut-être du bon dans cet homme-là. J'aurais aimé en dire la même chose, Mona Roussière, mais c'est vrai que depuis que maintenant il est devenu le mec qui gère à peu près toute la politique de France, Bruno Retailleau, je me sens beaucoup plus marocain que vendéen. Ouais, mais en même temps, vu qu'il fait la guerre à l'Algérie, tu dois te sentir plutôt aussi représenté par Bruno Retailleau. Doublement représenté par Bruno Retailleau. En tant que vendéen et marocain. Je l'avais jamais vu comme ça. Attends, je vais y réfléchir. Un Vendéen qui mène la guerre à l'Algérie, comment tu peux le dédire? Comment tu peux le dédire? Peut-être, je ne sais pas. Visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Mais non, lui dit pas ça. Il va. En fait, le Retailleau tech de Ben. Eh ben écoutez, en fait je suis convaincu. Ah merde, c'était pas le but. Je vous assure que c'était pas le but. Mais maintenant, voilà, eh ben, comme l'avait proposé, je crois, Tristan Beurre de Cacahuète, nous sommes officiellement un stream apolitique. Non, c'était Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, voilà, je suis
Non, je suis même plus de gauche, je suis macroniste, voilà. Moi, je suis apolitique. Lui, il est retailliste, mais il se dit apolitique. Voilà, on s'inspire juste de Pascal Praud et donner à notre cagnotte, les amis. Pascal Praud, supporter du FC Nantes, comme qui? Évidemment, non, mais de toute façon, je crois que si on devait faire la liste, des choses qui me rapprochent de Bruno Retailleau, des choses qui te rapprochent de l'extrême droite, en taille New Roman, taille 5, avec une interligne de 0,5, on peut faire une distance Terre-Lune. Tu penses que moi aussi, tu vois, il y a une forme de convergence entre Adam Fourage et Bruno Retailleau, tu vois. Ouais. Vous êtes des gauchias, je le nierai jamais. Oh, on est là pour regarder un stream de gauchias, on n'est pas en train de regarder un stream de gauchias. Allez, je vais voir avec mon frère pour savoir comment devenir de droite. On va devoir plonger, je crois. Donnez tous vos tips pour devenir de droite. Voilà. Sans trahir votre âme d'enfant de gauche. Puisque c'est bien connu, à 20 ans, si t'es pas de gauche, t'as pas de cœur, et à 50 ans, si t'es pas de droite, t'as pas de cerveau. Moi, je vais voir avec mon fils, Mona Roussière. Ok, bah, j'espère qu'il est... Ça dépend où est-ce qu'il est. Raciste, voler et mentir. Ah, mince. Oui, bah déjà, pour être de droite, oui, c'est vrai que raciste, voler et mentir, c'est pas mal, ça commence bien. Non, mais... Aujourd'hui, effectivement, ce qui était finalement à l'époque le move qu'on avait cru, d'ailleurs moi le premier en 2024, qui allait tuer pour de bon la droite républicaine, en tout cas les républicains, et ce qu'il a incarné dans le paysage politique français, c'est-à-dire une certaine idée de la France, entre gros guillemets, avec des pudeurs de gazelle, tu vois. Là, on croyait que c'était mort, enterré, que le nouveau parti hégémonique à droite, c'était le Rassemblement National. Bon, bah finalement, il s'avère que c'est pas vraiment le cas. Enfin, c'est le parti majoritaire à droite quand même. Hein. Le Rassemblement National a plus de députés que les Républicains, hein, jusqu'à la preuve du contraire. Largement plus. Largement. Peut-être 3 fois plus. Exactement, oui. À peu près. Oui. Mais aujourd'hui, celui qui et ceux qui font la pluie et le beau temps, parce qu'à la fois, ils sont le trait d'union entre la droite, on va dire, libérale, et ceux qui font et la droite fasciste, bah, c'est les républicains. Et l'un dans l'autre, on peut dire que Éric Ciotti, bah, voilà, c'était peut-être un con à cette époque, à ce moment-là, mais je pense que c'est le premier à avoir dit quelque chose. Il a été tourné en ridicule, mais c'est vrai que son pas sera emboîté par bien d'autres à l'avenir, et c'est exactement ce que je crains, c'est exactement ce que je crains dans mon article, c'est que à la fois des Éric Ciotti à la présidence des Républicains qui vont tendre la main au RN, il y en aura d'autres, à commencer par Bruno Retailleau, et que des maires, les Républicains, qui vont s'inspirer par exemple de Robert Ménard à Béziers, il y en aura plein aussi dans les années à venir, et d'où l'intérêt de lire mon article, évidemment. Oui, voilà, qui est publié là d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour pour nous faire après un retour pour nous dire ce que vous en pensez sur le Discord, où le débat continue toujours. Exactement. Et puis, on en reparlera aussi. Je te laisse le mettre si tu veux sur. Oui. Voilà. Alors, ne dit-on pas le général de gauche, c'est une meilleure blague que la plupart des miennes? Évidemment, Somas Satou, c'est une meilleure blague parce que ce n'est pas une blague de Tristan Beurre de Cacahuète. Il l'a piqué sur la dernière c'est une chronique de Hakim Omiri, je crois. Oh bah il est pas publié. Attends, vas-y, regarde en tout en haut là, peut-être sur le truc là. C'est sûr qu'il est. Ah bah pour moi il est publié, hein, donc c'est chaud. Ah si, il est publié. Oui, quand même. Bim, voilà, on y est. La petite transition qui met bien. Si la gauche échoue, la droite sème le chaos. Avec une magnifique affiche municipale officielle de la ville de Béziers. Désormais, la police municipale a un nouvel ami avec un gros pistolet semi-automatique. Exactement. Armé de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, police municipale de Béziers. Et cette affiche, on a eu le droit de la prendre. Hein. Parce que c'est des crédits photos de ChatGPT. Donc, temps de lecture voilà. 15 minutes, 41. Je vais vous montrer juste la liste des sources, parce que j'en suis assez fier. Voilà, il y en a 41. Il y en a littéralement 41. Adam m'avait dit que j'avais pas mis de sources. Oui, voilà. J'ai mis des sources.
Voilà, j'ai mis des sources. Alors, le mec dragon humain est donc a priori un membre de la NRA. Tous les problèmes du monde pourraient être résolus avec plus de flingues. Tout à fait. Ok. Tout à fait, mon camarade. Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Mon Dieu, quelle horreur. Oui, bah oui, quelle horreur. Bah voilà, hein, c'est Béziers, mais Béziers, et notamment Robert Ménard. Pourquoi cette idée de l'union des droites, et c'est ce qu'on expliquait un peu plus tôt dans le chat, c'est ce qu'explique Ben dans l'article. Pourquoi cette idée d'union des droites, elle est de plus en plus plausible? Parce que qui en a été, genre, le fondateur, quelle ville en a été le laboratoire? C'est bien la commune de Béziers de Robert Ménard. Mais c'est une vraie Adèle Zosterops. D'ailleurs, bonjour à toi. N'hésite pas à nous rejoindre. Oui, c'est une vraie affiche. C'est tout à fait une vraie affiche. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sources d'Icardi B. Non, clairement pas. Clairement pas. Il en aurait fallu 41 une de vraie plus. affiche. Il a été très connu et reconnu, Robert Ménard, pour sortir tout un tas d'affiches immondes, dont une affiche qui mettait une femme ligotée sur des rails et qui disait « avec le TGV, elle aurait moins mal ». Par exemple, donc pas mal de sexisme et d'humour noir qui n'a rien à faire normalement dans la communication officielle d'une ville. Au-delà de ça, il y a eu plus récemment une affiche qui était l'État nous les envoie, ils arrivent, les migrants en centre-ville. Donc vraiment, on voit là la théorie du grand remplacement mise en œuvre jusque dans les affichages officiels de la ville de Béziers. Et puis encore plus récemment, en 2020, il y avait aussi une affiche qui était contre les attaques au couteau. Et donc c'était attaque au couteau, expulsons les islamistes. Et en gros, avec attaque au couteau, il y avait l'image de Jésus sur la croix, entaillée de plusieurs coups de lance, un peu comme dans La Passion de Mel Gibson, quoi. Robert Ménard ne mérite pas qu'on parle de lui, c'est trop d'honneur. Bah malheureusement, il faut qu'on parle de lui. Et merci encore une fois. Parce que Robert Ménard fait des émules. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a quelques sources justement parmi les 41 qui expliquent que Robert Ménard fait des émules dans d'autres villes et que certains autres maires s'en inspirent. Donc voilà, n'hésitez pas en Abraham tout cas Lincoln. Après à aussi vous pencher sur le pire. C'est ce qu'on a fait pendant ce stream et c'est pas forcément ce qu'on fera à chaque fois. Il y a des fois où on parlera de choses positives. Par exemple, la victoire des femmes de chambre à Suresnes, je crois, oui. dont on a parlé il y a quelques émissions de la Gouline. Et bien, on parlait d'une grève qui durait depuis 9 mois. Et bien, la grève vient d'être victorieuse. Vous le sauriez si vous étiez sur le Discord d'Infoscope, mais en tout cas, vous pouvez le rejoindre toujours et encore. Vous renseigner sur cette victoire des femmes de chambre. Après la victoire des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, là c'est la victoire des femmes de chambre de Campanile. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette lutte victorieuse. Il y avait Mona Roussière l'avait déjà dit dans le chat la semaine. Dans le chat la semaine dernière, je suppose. Prochaine. Mais non, mais en fait, tu sais, c'est une précoque, comme dans Minority Report. Minority Report. Oui, c'est ça. C'est une boule jaune. Oui, c'est exactement. Quelqu'un a fumé un pétard. Non, c'était juste moi. Oui, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Effectivement, ça fait toujours du bien de le rappeler. Des luttes victorieuses, on n'a pas 1000 en ce moment. Des bonnes nouvelles, il n'y en a pas 1000 non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va continuer à rappeler des bonnes nouvelles. Et si Nasser va en prison, on va le rappeler aussi, ce sera une bonne nouvelle. Oui. Tout à fait. Enfin, bon. Ça voudra dire que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Oui. Et que enfin la justice s'est intéressée au multimilliardaire Nasser El-Khelaifi et à l'argent du Qatar canalisé par Sarkozy en France, quoi. 15 ans trop tard. 15 ans trop tard. Vaut mieux 15 ans après que jamais, hein, oui. Après tout. Voilà, le gars, il a quand même commis... Ségolène Royal 2027. Je dis ça, c'est pas impossible. T'imagines, après une primaire de la gauche. Ou sans primaire de la gauche. Ou sans primaire de la gauche, tu penses qu'elle peut y aller directement. Après, dans quelques semaines, à la fin de toute la commission d'enquête, on aura peut-être une plainte pour parjure sur le ficus d'État
Burself, j'imagine Bayrou. Laissez notre ficus, s'il vous plaît. Ok pour le Premier ministre, mais notre ficus, lui, n'a rien à voir avec Betaram. Je vous le jure, il n'a rien à voir avec Betaram. Il n'a rien vu, rien entendu, mais il a une bonne excuse, c'est un ficus. Limite, tu sais, cette ligne de défense aurait été meilleure. J'ai failli mon emote. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça. Limite, cette ligne de défense aurait été peut-être meilleure de dire que c'était la méthode de la meute de Paul Vanier, hein, quoi. Du coup, par rapport à celle de Bérou qui est arrivée avec le livre La Meute, pseudo-enquête journalistique à côté de lui pour dire « Regardez, je suis victime de la meute !» Non, t'es juste un gros connard qui a couvert des pédophiles. Salut François Bayrou, n'hésite pas à nous attaquer si tu le souhaites. Voilà, j'en assume la responsabilité, Benoît Delrue. On te donne l'adresse si tu veux, on te donne l'adresse. D'ailleurs, Vanier 2027, ce serait pas mal, non? Oui, mais le problème, c'est qu'il est trop lignard, donc lui, il voudra trop Mélenchon 2027. Désolé. Ségolène contre Hollande, ça vote qui au deuxième tour? Franchement, si on a un second tour, Ségolène Royal contre François Hollande au second tour de l'élection présidentielle de 2027, je préférerais largement un second tour entre Bruno Retailleau et Marion Maréchal, hein, personnellement. T'es un ouf, toi? Personnellement. T'es un ouf, toi? Ah ouais. Bah moi je préfère quand même avoir Ségolène Royal et Hollande au second tour, tu vois. C'est ce que je dis, je préférerais largement. Ah oui, d'accord, pardon. Plutôt que d'avoir. Ah ouais, mais je croyais que t'étais en train de troller. Non. Je vote Trierweiler. Ah oui. Ah oui, elle la pauvre. On pourrait faire une primaire des anciennes compagnes de Hollande ou des compagnes que Hollande a trompées. Oui, voilà, je préfère Julie Gaillet. Ah ouais, non, mais vraiment, Valérie Trierweiler qui a été au même lycée que moi, figurez-vous. Voilà, c'est une info que je vous balance comme ça. Mais pas à la même époque. Presque pas. Genre, en fait, tu vois, je suis Benjamin Button, tu vois. Vanier a été excellent sur sa conférence jeudi dernier. Oui, il avait fait une conférence à l'appel de la Ligue de l'enseignement à Angers, à la Bourse du Travail à Angers. Donc il avait été extrêmement bien, où il a parlé justement de l'enseignement, enfin de Betaram, mais aussi de du financement de l'enseignement public et privé, et comment il démontrait justement par les faits que l'État accorde plus de subventions par élève à l'enseignement privé qu'à l'enseignement public. Exactement. Alors en plus c'est un truc qui est extrêmement important parce que nous dans l'Ouest, en Anjou en particulier, on est extrêmement touché par le fait qu'il y a énormément d'enseignements, enfin de lycées, de bahuts ou même d'écoles primaires sous contrat. Et puis on a même une université, hein, l'université catholique de l'Ouest, hein, donc c'est quand même vraiment Ben repose. Ok, je repose. Voilà. Abraham Lincoln, ça va diviser la gauche si on met toutes les ex de François Hollande. Et effectivement, il faudra qu'on se pose la question de comment on décide, comment on vote, comment on décide. Est-ce que c'est par la préférence? Est-ce qu'on fait une liste de 1 à 100 000? Est-ce que c'est un vote? Alors justement, ce que disait François Ruffin, c'est qu'il fallait pas avoir bac plus 12 pour faire la primaire, mais par contre, il fallait quand même que les candidats qui sont élus selon le scrutin présidentiel, ils aient au moins 100 000 parrainages citoyens, au moins 250 signatures de maire pour être candidat à la primaire. Du coup, ça fait quand même à peu près 25 000 maires si on veut avoir assez de candidats pour organiser une primaire. C'est-à-dire qu'il faudrait un truc de ouf. Quoi. Bref. Il faut à peu près tous les maires de France en fait. Plus sérieusement, pour finir sur Paul Vanier, ça prouve que ça bosse vraiment du côté de la gauche, ça bosse vraiment du côté de la France Insoumise. Ne gâchez pas ce travail, les amis de gauche, et surtout continuer à bosser, et parce que sinon c'est le pire qui nous attend. C'était un petit peu l'enseignement de ce stream. Exactement. Hier c'était d'ailleurs la fête des mères. Écoutez, je vois pas le rapport du tout. Non mais parce que mère M-A-I-R-E-S. Non mais c'est Abraham Lincoln qui en a fait. Ah oui, d'accord. Je ressens l'appel de la gouline, je passe à table. Et bah oui, bon appétit à toi Mona. Bon appétit à toutes les goulinoises. Bon appétit à toutes les goulinoises. Là on est en train de faire n'importe. Là il faut qu'il y ait la régie qui sauve le stream là, sinon ça va pas le faire. Hein, on va sauver le stream. On va sauver le stream. Non. Allez La Rochelle, allez le Football Club de Nantes. Allez l'Inter. Maman, je t'aime. À bientôt.